Wow, mais ces gens, c'est incroyable, ils sont sur un niveau que je pourrais jamais. Et un jour, en fait, j'ai traversé 500 mètres sans chuter, et puis je me suis retourné, j'ai regardé la ligne, je me suis dit, en fait, il y a 3 ans, ça c'était un record du monde. Ça l'est plus maintenant, mais il y a 3 ans, c'était un record du monde. Et s'ils ont pu le faire il y a 3 ans, et que je peux le faire aujourd'hui, en fait, il y a rien qui m'empêche de viser le record, tu vois. Bienvenue sur le podcast Upside Strength, le podcast qui t'aide à développer tes connaissances et tes compétences dans tous les domaines du sport et de la santé, que tu sois sportif amateur, athlète compétiteur, coach, prépa physique ou kiné. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et bienvenue dans ce nouvel épisode. Benoît, bienvenue sur le podcast, comment tu vas? Très bien, et toi? Merci, Ça va. Sean, pour l'invitation. Écoute, c'est un grand plaisir, c'est notamment grâce à Clo-Clo, hein, une amie qu'on a en commun, Claudia, Exactement, ouais. qui nous a mis en contact. C'est un plaisir de pouvoir te recevoir sur le podcast. Benoît, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, dis-nous un petit peu qui es-tu et que fais-tu? Moi, je m'appelle Benoît Brume, je suis eyeliner professionnel. La highline, qu'est-ce que c'est? Bah, vous avez sûrement déjà vu les gens qui marchent sur une sangle entre deux arbres dans les parcs. Bah, c'est la même chose, sauf que là, c'est entre deux montagnes. C'est, Voilà, c'est assez bien décrit. Ta tagline, c'est Je marche là où les oiseaux volent. exactement, ouais. Parce que souvent, les gens me demandent, en fait, qu'est-ce qu'on ressent sur une highline et tout. Et puis, je dis, bah, en fait, c'est simple, t'es en train de marcher sur ton fil, là, au milieu de la falaise ou des montagnes, etc. Tu regardes au-dessus de toi, tu as des oiseaux qui volent. Et puis, tu regardes en dessous de toi, et puis tu as le vide, et puis tu as aussi des oiseaux qui volent en dessous. Et c'est là, tu dis, c'est dans un instant privilégié, en fait, un endroit où tu n'es pas censé être, un peu au milieu du vide, tu flottes. Puis bah ouais, tu es constamment en train de garder ton équilibre droite-gauche, de marcher, tu fais une erreur, tu tombes d'un côté, tu fais une autre erreur, tu tombes de l'autre. Faut, faut rester droit et avancer. Et ça, c'est chouette. On va revenir sur ce sport dans tous ses détails, mais je voulais revenir un petit peu en arrière. Comment est-ce que tu as découvert la discipline et peut-être défini pour l'audience slackline, highline et peut-être d'autres termes qui sont importants à comprendre et à différencier dans ce monde-là? Ça marche. Moi, ça fait une dizaine d'années que j'ai découvert la slackline. Alors, la slackline, pour la discipline générale, en fait, c'est marcher sur une sangle. C'est une sangle qui fait entre 5 centimètres ou 2,5 centimètres de large, voire même parfois un peu plus petit pour les nouveaux matériaux high-tech. Et ensuite, tu vas avoir différentes déclinaisons de la slackline. C'est-à-dire que tu peux avoir de la highline, ça indique que ce soit en hauteur, la highline. Midline, c'est quand tu n'es pas vraiment très haut, mais que tu as quand même besoin de t'attacher pour pas te faire mal si tu tombes. Tu vas avoir la waterline, au-dessus de l'eau. La long line, ça c'est dans les parcs. Des choses qui font une centaine de mètres ou plus, mais ça reste au sol, donc tu t'attaches pas. Et ainsi de suite. Après, c'est comme le vélo, en fait. Tu vas avoir du skate, du vélo de descente, du vélo de trial. Enfin, tu as un petit peu plein de définitions générales. Moi, je suis spécialisé dans la highline. Donc, l'intérêt, c'est d'aller installer des lignes en hauteur entre des falaises, des montagnes, des bâtiments. Maintenant, vu que ça devient mon métier aussi, je fais de la prestation, ce genre de choses. Parle-nous de comment tu as découvert la slackline dans un premier temps, si c'est ça que tu as découvert en premier, et Ouais. ensuite comment tu as évolué au cours de ta carrière pour te retrouver sur des highlines aujourd'hui. Alors, j'ai découvert ça au lycée. Je faisais UNSS escalade, comme pas mal de personnes, j'imagine. Et puis un jour, le prof, il a installé une slackline au sol dans la salle. J'ai fait, oh, bah dis donc, aujourd'hui, j'ai jeté les chaussons et j'ai dit, pas d'escalade aujourd'hui, je vais tester. Et j'ai été piqué. Donc, j'en ai fait toute la séance et tout, jusqu'à que j'arrive à peu près à traverser les 10 mètres au sol, au-dessus des matelas. Et puis après, de fil en aiguille, t'en fais un petit peu plus. Et puis tu dis, je vais m'acheter un kit, faire ça dehors, de plus en plus long. Et en fait, ce qui est génial avec la slackline, c'est que tu commences, tu galères, t'arrives pas à mettre un pied, ça tremble de ouf. Puis tu fais un pas, tu fais deux pas, et ensuite tu traverses la ligne. Puis tu arrives au bout et tu te dis, mince, je veux plus. Du coup, tu t'achètes une sangle plus longue, tu t'achètes 50 mètres, 100 mètres, tu l'installes à chaque fois de plus en plus grand dans ton parc. Et un jour, tu réalises qu'on peut faire ça en l'air. Et moi, en fait, le problème, c'est que je m'étais cassé le pied en escalade. J'avais une peur, je me suis fracassé le talon, j'ai mis un an à remarcher. Et j'avais vraiment une peur bleue de retomber sur mon pied. Mais le problème, c'est que ta sangle, plus tu veux aller long, plus tu es obligé de la mettre en hauteur. Sinon, forcément, au milieu, tu vas toucher le sol. Et passé 25 mètres, en fait, tu es obligé de démarrer à un bon mètre et demi du sol. Et j'étais là, non, là, c'est trop, je veux pas retomber sur mon pied. Et puis j'ai vu la highline. Et la highline, ça m'a fait tilt dans ma tête. Je me suis dit, mais en fait, je suis en l'air, je suis attaché. Si je tombe, je touche rien, en fait. Je peux pas taper de cailloux, je suis dans le vide, je touche un nuage, en fait. Et d'un coup, dans ma tête, je me suis dit, mais en fait, c'est ça la solution pour aller plus long sans se faire mal. Alors, forcément, c'est pas le schéma de pensée que tout le monde va avoir. La plupart des gens, quand ils voient la highline, ils disent, ouh là là, moi, je vais rester au sol. Mais moi, ça m'a fait, ouais, ça m'a fait un déclic. Du coup, j'ai tanné le groupe local. J'habite à Strasbourg, donc
J'ai cherché des amis qui pouvaient m'initier. Je fais, ah, vous voulez m'emmener, vous voulez m'emmener, vous voulez m'emmener, jusqu'à qu'ils disent oui. Et la première fois où je me retrouve sur une highline, c'est comme ça, là, sur ton fil. Et là, ton cerveau, il fait blank out. T'es sur un fil au milieu du vide et tu dis, bon, bah, faut se lever, quoi. Et sauf qu'en fait, t'as pas ton repère habituel. Enfin, t'es au milieu du vide, t'as un vide de 30 mètres en dessous de toi, ce qui est relativement petit, mais. Et tu te dis, bah, ok, à un moment, faut juste débrancher le cerveau. Tu t'es entraîné la veille, évidemment. Tu sais comment faire te lever sans le sol, parce que ça, c'est important. Tu passes ton temps à te lever, tu démarres depuis le sol, t'as un pied par terre, un pied sur la Mm. ligne, tu te lèves comme un marcher un escalier, et puis t'es debout. Sauf qu'en highline, t'as pas ça. T'es sur un fil qui bouge, t'as pas de sol, t'as rien du tout. T'as juste 2,5 cm. C'est ta surface de jeu. Du coup, tu t'entraînes au sol, etc. Tu dis, ouais, demain, je suis prêt et tout, je vais me lever, t'inquiète. Quand tu arrives sur la ligne, ça n'a rien à voir. Ton cerveau, il dit, sors de là, t'es pas censé être là. C'est le vide. Tout le monde a cette peur irrationnelle du vide. Enfin, non, elle n'est pas irrationnelle, elle est très rationnelle d'ailleurs. On n'a pas d'elle. Si on tombe, on se fait mal. La gravité, elle est impitoyable pour tout le monde. Et du coup, tu te lèves. Et du coup, enfin, moi, je suis bon, bah, faut y aller, faut y aller. J'essaye, je pousse, je me lève. Évidemment, j'arrive pas à tenir l'équilibre et tout, je tombe. Et là, je pense que dans ma tête, j'ai cru que j'allais mourir. Réellement, à un moment, je suis, oh, bah, ça y est, maintenant, je meurs. J'ai accepté. J'ai crié. Je pense que toute la vallée m'a entendu. C'était où exactement? C'était au Honeck, au site de la Martinswand en Alsace, dans les Vosges. Ok. Très, très beau spot, Tu, je recommande. tu te souviens de la date ou de l'année? C'était en 2014, quelque chose comme ça. À peu près une bonne année après que je me sois cassé le pied, justement. Et tu t'étais cassé le pied avant de commencer la slack ou c'était en Non, transition? Tu j'avais avais fait pas déjà mal de comme. slack au sol. D'accord. Et puis au moment où je m'étais dit, ça y est, cet été, je vais en faire plus. Je me suis fracassé le talon pour mes 18 ans. J'étais content. Je suis passé mes 18 ans à l'hôpital. Et j'ai mis un noir marcher avec les béquilles, les machins, les trucs. C'était pas mal long comme apprentissage. Et je pense que la slack m'a bien aidé justement pour la rééducation. Ok. Mobilité du pied, stabilité, enfin, et puis même réapprendre à marcher tout simplement, enfin, reprendre conscience de son corps et de sa proprioception. Quand est-ce que tu as décidé, comment est-ce que tu as décidé que tu étais prêt pour aller sur une highline avec, malgré toute ton expérience de slack? Qu'est-ce qui t'a tiré vers ça? C'est ce que je disais, c'est qu'en fait, au sol, j'avais atteint ma limite max C'était que vraiment, je c'était voulais. vraiment concrètement à cause du pied ou pour le Ouais, talon, pour le pied. ah Ok. ouais, vraiment, j'étais à peu près à 25-30 mètres et puis il fallait mettre la sangle à 1,5 m, 2 mètres de haut. J'ai dit là, c'est trop, Ouais. je veux plus. Du coup, je suis allé en highline. Et bon, après, forcément, en fait, en highline, c'est très très compliqué de progresser puisque bah, t'as pas le salon, enfin machin, il y a toute l'install à mettre en place, une logistique. Du coup, bah, après ma première session de highline où j'ai chuté, etc., et puis je me suis retrouvé pendu dans mon lit et j'ai Comment, crié, comme je comment te tu t'es disais. senti à ce moment-là? Quand t'es accroché, tu viens de tomber la première fois, c'est C'est la ça. première fois sur une highline, qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là? Et ben, en fait, tu ressuscites, tu pensais que tu allais mourir, et en fait, bah non, la sécurité a fait son travail, t'as été repris, t'as suspendu, t'es là, tu souffles et tu fais, bah, en fait, ouais, ça fonctionne, c'est comme prévu, allez, faut recommencer. Et là, j'ai juste recommencé, recommencé. Je crois que j'ai réussi à faire peut-être un pas sur toute la session. J'avais des marques partout à force de remonter, j'avais pas la technique, j'étais épuisé. C'est un sport qui est très ingrat. Quand t'as pas les bons mouvements, une session de débutant de 10 minutes, je pense que vous prend plus d'énergie à vous que moi, 2 heures sur une ligne, maintenant que j'ai l'habitude. C'est quoi qui est difficile concrètement dans les mouvements que tu décris là? T'as du micro-gainage partout. T'as un sol qui est instable. N'importe quel mouvement que tu vas faire va influencer ton équilibre. Tu lèves un bras, tu vas tomber du côté du bras parce que tu t'es rajouté du poids. Tu essayes de contrôler avec le bassin. Enfin, tu te lèves, tu bascules une jambe de l'autre côté. Enfin, tous tes mouvements que tu as l'habitude de faire sur un sol qui est stable, tu le fais maintenant sur 2,5 cm de ligne qui bouge dans tous les sens. Ouais, ça complexifie pas mal la chose. Parle-nous de cet aspect, comme tu as parlé de la sécurité, hein, donc tu es Ouais, attaché, tu attaché avec quoi? Parle-nous un petit peu du rôle de la sécurité dans le monde de la Highline. le rôle de la sécurité dans le monde de la highline, il est essentiel. Il n'y a pas de sécurité, la communauté, elle meurt en 2 minutes. Parce qu'en fait, on est sur des sangles entre 10 à 200 mètres de haut. Et en fait, on a besoin de cette sécurité en toute logique. Il y a quelques personnes dans le monde qui vont faire ce qu'on appelle du free solo, qui n'utilisent plus de sécurité.
C'est des personnes qui font ça après des années d'expérience et d'entraînement. C'est pas forcément ce qui m'attire. Je comprends ceux qui le font, mais pour moi, la sécurité, justement, c'est l'aspect génial de ce sport. C'est que c'est un sport qui est considéré extrême parce qu'on est dans un environnement extrême, on va pas se mentir, on est au milieu du vide, ça fait peur, mais qui se pratique dans une relative très très grande sécurité parce qu'on est attaché, justement. Et qu'en fait, la chute n'a pas de conséquences. La chute, elle a juste là pour rôle de t'apprendre à remonter sur ta ligne et recommencer. Et ça, c'est génial. Et en fait, on est attaché, pour entrer dans les détails techniques, on a des sangles qui sont tendues. On a deux sangles, en fait, à chaque fois, chaque élément de la ligne est redondant. C'est-à-dire qu'on va avoir une ligne sur laquelle on marche et une ligne en dessous qui pendouille. Vous le verrez sur les photos, je pourrais t'enfiler où on verra justement ce qu'on appelle le backup, la ligne de sécurité. Donc, si la première casse, on est rattrapé par la deuxième. Et ensuite, nous-mêmes, on est attaché avec des anneaux qui passent à travers ces deux lignes et qui sont reliés à ce qu'on appelle un leash, donc une corde de sécurité. Pareil, elle aussi, elle est doublée. Tu as une sangle à l'intérieur, tu as une corde, donc il y a deux éléments de sécurité EPI. Et on est attaché avec un harnais d'escalade, euh, comme en escalade. Et puis comme ça, si on tombe sous la ligne, on doit remonter et puis recommencer. Comme tu l'as dit, il y a certaines personnes qui pratiquent le free solo, comme on peut le voir en escalade. Comment est-ce que ces personnes sont vues dans le milieu de la slackline et de la highline? Quelle est la perspective de la communauté sur ces personnes qui pratiquent le free solo? J'ai pas envie de parler au nom de la communauté, parce que Que- forcément, on est nombreux, mais c'est mitigé. Il y en a qui admirent, il y en a qui regardent ça de loin, qui se disent c'est chouette, il y en a qui l'ont envie, d'autres qui disent que c'est complètement stupide, qui risquent leur vie pour un coup de vent. Pendant longtemps, j'étais contre. Maintenant, avec ma progression et mon niveau, je pense que je comprends ceux qui le font. Cette recherche en fait de liberté vraiment absolue, de se libérer en fait de cette attache et qu'en fait, ce qu'ils font, enfin, ils connaissent leur ligne, ils l'ont traversé des centaines de fois, ils savent ce qu'ils font, ils connaissent leur corps, ils connaissent leur environnement et de se dire en fait qu'une sécurité, c'est juste dans la tête. Il y a quelque chose de beau là-dedans. Moi, je reconnais après, pour le moment, moi, j'essaye pas, ça risquerait de me plaire. Dans quelle mesure c'est l'évolution de ta perspective qui t'a fait changer d'avis? Euh, ou alors, ou, essayons d'équilibrer ces deux choses, changement de perspective simplement sur le free solo, ou est-ce que tu sens que c'est venu, comme tu l'as dit, avec une augmentation de tes capacités et peut-être je ne veux pas dire combler la brèche entre ton niveau actuel et ce qui est requis de quelqu'un qui fait du free solo, parce que comme tu l'as dit, tu ne peux pas faire d'erreur. En tout cas, la marge d'erreur est infiniment petite. Qu'est-ce Effectivement, c'est là en fait où en parlant avec des gens qui ont fait du frisson, c'est qu'en fait tu peux faire des erreurs dans le sens où si tu perds ton équilibre, tu pourras toujours attraper la ligne. Quand tu chutes en slackline, en fait, tu vas avoir deux types de chutes. Tu vas avoir le catch, où tu catches la ligne, tu l'attrapes avec tes bras, tes jambes, tout, et le leash fall, où là du coup tu t'en remets uniquement à ta longe de sécurité et ton bodard. Si ce leash fall n'est plus là, forcément, enfin si ce leash n'est plus là, bah forcément tu tombes. Par contre, tu peux toujours catcher. Hmm. Et en fait, c'est vraiment de sentir ton corps, tes capacités au moment où tu sais que tu vas chuter, bah, de refuser la chute et de catcher avant. Et après, bah, effectivement, moi, mais j'ai tendance à pas aimer ça parce que j'aime bien me battre vraiment jusqu'au bout pour garder l'équilibre jusqu'à ce que ce soit trop tard. Il y en a qui s'autorisent en fait pas, ils disent au-delà de ça, je catch automatiquement. C'est des manières de s'entraîner et après, c'est comme je disais, beaucoup dans le mental parce que maintenant, je suis capable de traverser des lignes qui font plusieurs kilomètres de long sans mettre, enfin, je les passe comme ça sans me poser de questions. Techniquement, j'aurais le niveau pour faire du free solo. Après, derrière, je pense que là-dedans, les mecs, ils font un travail exceptionnel et ça, je le respecte énormément, en fait. C'est très intéressant et on reviendra sur cet aspect mental, psychologique du sport. Parle-nous de sur quoi il faut se concentrer quand tu traverses ta première slackline et on parlera ensuite de sur quoi il faut se concentrer quand tu traverses une highline. Donc commençons avec le petit frère, commençons avec la slackline. Quels sont les éléments qu'il faut garder en tête quand on se met sur une slackline pour essayer de la traverser? Quand tu démarres au sol, en fait, il y a une métaphore que j'aime bien donner aux débutants. Ils vont poser un pied dessus et puis ça va trembler de ouf. Ils disent, c'est pas possible. Puis je leur dis, est-ce que tu te rappelles quand tu as appris à marcher quand tu étais gamin, quand tu avais 1 ou 2 ans? Puis ils disent, bah non, c'est rare ceux qui s'en rappellent. Et du coup, je leur dis, bah aujourd'hui, tu as l'occasion de réapprendre à marcher et de t'en souvenir. Et en fait, t'apprends juste à marcher. Quand tu es passé de 4 pattes à 2 pieds, ton monde entier a évolué. Enfin, tu étais super stable, tu pouvais même tomber n'importe quand, tu tombais de ça, c'était pas très haut, tu te faisais pas mal.
Tu passes à quatre pattes, tu es sur un environnement qui est très instable. Et puis, du coup, tu passes sur un environnement qui est très, très instable, plus que deux pattes, etc. Une gestion de l'équilibre en 3D, enfin bref, assez compliqué. Et la slackline, c'est pareil, en fait. Tu passes d'un sol qui est stable, que tu as marché du coup toute ta vie jusqu'à présent, et tu as l'habitude, tu sais le faire, à un sol qui est instable. Et en fait, c'est juste une question d'habitude. Faut en faire encore et encore. Et quand tu as appris à marcher, ça ne s'est pas fait en une journée. Et ben, la slackline, ça va être un peu la même chose. Faut que tu gardes ton pied, tu essayes de contracter des muscles dont tu ignorais l'existence. Tout va se mettre à trembler, c'est normal. Rares sont ceux qui posent le pied et puis d'un coup, ça se tremble pas. C'est juste ton corps qui s'habitue. Et après, en fait, faut rester focus sur ton pas et le pas d'après. Si tu sais faire un pas, tu sais en faire 10 000 en fait. Tu regardes où Et quand tu es sur une Slack? quand tu démarres, tu vas regarder le bout de ta ligne à ton ancrage, 10 mètres devant, tu regardes un point fixe, un peu dans le vague. Ça t'aide à te stabiliser, tu as ton environnement. Quand je suis sur une highline, je vais regarder maintenant 30 mètres devant. Et justement, je pense que l'importance du regard, on pourra en parler plus tard au niveau performance sportive, mais j'ai changé mon regard de place. Bah, Mais vu qu'on est sur le regard, parle-nous-en maintenant. Qu'est-ce qui a changé dans ton approche par rapport au regard sur une line? moi, en fait, je suis athlète de haut niveau en slackline, je fais de la vitesse. Donc le but, c'est une fois qu'on sait marcher des lignes et qu'on arrive au bout, on se dit, mince, qu'est-ce qu'on va faire maintenant pour continuer à s'amuser? Ah bah si j'essaie de la passer le plus vite possible. Et du coup, en fait, la première étape pour ça, c'est de s'acheter une montre et tu te chronomètres une seule fois et tu dis, oh, c'était pas mal, est-ce que je peux faire mieux? Et en fait, pendant longtemps, en fait, j'allais sur des lignes, je disais, ah, aujourd'hui, j'ai fait un bon run, etc. Mais j'étais pas capable de l'estimer, à quel point c'était bon par rapport à la veille, etc. Se chronométrer, se mesurer, en fait, c'est se donner la possibilité de s'améliorer. Une fois que tu as compris ça, tu rentres dans le côté sportif, dans le côté ludique, de vouloir s'améliorer, de chercher simplement à aller plus vite, plus propre, plus tout. Ton regard, du coup, comme je disais, tu vas regarder ta ligne. Tu regardes soit le bout de la ligne. Quand tu commences, souvent ta ligne, bah, elle n'est pas très longue, elle fait 15 mètres, donc tu regardes 15 mètres au loin, c'est pas très compliqué. Quand tu passes sur des lignes qui font plusieurs centaines de mètres, regarder tout au bout, ça commence à faire loin. Et puis tu vois toute la ligne devant toi, c'est décourageant, tu dis merde, il me reste tout ça à marcher. Et du coup, tu shifts, en fait, tu regardes 30 mètres devant toi, un morceau de ligne, c'est plus stable. Tu vas voir l'environnement de manière générale, tu vois ta ligne qui bouge, mais tu vas pas te focus sur les mouvements de la ligne à 300 mètres au loin qui n'ont pas forcément une influence sur toi. Et maintenant, en fait, je regarde plus la ligne, mais je regarde le sol. Donc, quand il est 100 ou 200 mètres plus bas, peu importe, je prends un point fixe au niveau du sol et je mets la ligne, parce que je la vois toujours, forcément, je ne suis pas focus dessus. C'est comme quand tu regardes soit ta main, soit derrière, tu vois la chose sans la voir. Et en fait, si la ligne se décale par rapport à mon point au sol, ça veut dire que moi, forcément, je suis pas droit. Hmm. Et en fait, ça me permet de me rester droit et de me guider en quelque sorte. Et je sais que si je décale, en fait, j'ai même pas plus besoin d'écouter mon corps, j'écoute juste mon regard. Je sais que tant que mon regard est juste, ma position corporelle est juste. Et à partir de ce moment-là, je sais que je peux accélérer. Et je sais que je peux continuer, je rentre dans un flow. J'ai juste à enquiller les pas, accélérer le rythme des pas, accélérer le rythme de la respiration. Et tu te focuses plus sur la position, puisqu'en fait, tu te focuses uniquement sur le regard et la position va se faire naturellement. C'est un changement qui est arrivé comment? Est-ce que tu as vu quelqu'un faire comme ça? Est-ce que tu as essayé quelque chose de différent et ça a fonctionné? Quel était ton processus? Je l'ai découvert. En fait, le regard, c'est quelque chose que t'as, c'est une problématique qui arrive très très tôt dans ta pratique de la slackline. Pour m'entraîner, quand j'étais encore débutant, ce que je faisais, c'est que je m'entraînais. Des fois, je marchais, je regardais d'une direction, puis de l'autre, toutes les 15 secondes. J'essaie de changer radicalement de position de regard. Ça te perturbe, etc. Et tu t'entraînes un petit peu comme ça. Et après, ensuite, quand je me suis mis à faire de la longueur, j'essaye toujours ouais, chercher ce qu'il y a le moins fatigant, en fait. Et ce que je te disais, quand tu regardes 1 kilomètre au loin, c'est fatigant, tu as trop d'informations. Du coup, tu ramènes un peu ton regard. Et en fait, au bout d'un moment, j'ai même remarqué que quand je regardais le sol, parce qu'au début, ça fait peur. Quand tu es sur une ligne, tu vas regarder devant toi, c'est plus simple. Les gens qui ont peur du vide, regardez tout en bas, tu vois tes pieds qui défilent et le sol qui s'en finit plus tout en bas. C'est flippant. Et en fait, au bout d'un moment, j'ai remarqué que, outre le fait que c'était flippant, c'était aussi pratique et ça m'aidait. Du coup, je suis là, c'est intéressant. Du coup, j'essaie de chercher un peu
pourquoi ça m'aidait. Et j'ai trouvé cette technique. Et ça, ouais, c'est très intéressant ça. C'est vraiment un processus d'exploration. Parce qu'en fait, comme tu l'as dit, c'est un sport qui est assez jeune. Je suis le premier champion du monde de highline du monde. Les premiers championnats ont eu lieu l'année dernière. Hmm. La Coupe du Monde, c'est moi qui l'ai organisée. Donc, on est vraiment dans un sport qui est encore très, très niche où, en tant qu'individu, je suis vraiment acteur du développement sportif. Du coup, forcément, il n'y a pas beaucoup de coachs. Il n'y a pas de technique avérée. Enfin, tout est à découvrir en quelque sorte. C'est Et du c'est- coup, ça, c'était c'est assez super intéressant. intéressant, c'est très très ouvert. Tu nous as parlé des différents types de lignes tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous faire un peu l'état des lieux au niveau des différentes compétitions, des différentes catégories? Euh, Comme tu l'as dit, hein, ces jeunes sports, c'est très très intéressant, je trouve, de suivre l'évolution de ces jeunes sports. Par exemple, le parcours me vient à l'esprit, où Hmm. au début, il n'y avait pas de compétition, ensuite, il y avait un style de compétition. Maintenant, tu peux certainement catégoriser 4, 5, voire 10 styles de compétition différentes avec leurs standards et leurs prérequis, etc. Comment est-ce que la slackline ou la highline se catégorise aujourd'hui et qu'est-ce que tu vois comme développement potentiel pour l'avenir? Effectivement, je suis tout à fait d'accord avec toi. En fait, quand j'ai commencé la slackline, les compétitions n'existaient pas. La slackline, au début, n'était même pas considérée vraiment comme un sport, plutôt comme une discipline ou un art de vivre. On marchait dans le ciel, on était déjà content de réussir à marcher. On n'allait pas en plus commencer à faire des compétitions. Quand j'ai commencé la slackline, le record du monde, c'était 60 mètres de long. Hmm. Aujourd'hui, le record du monde, vas-y, dis-moi un chiffre, 2 kilomètres. 2,7 km. Ok. On l'a battu il y a 2 ans en Auvergne. Ah, Donc super. le record, en fait, il a explosé de manière exponentielle. Ouais. Et en fait, pendant longtemps, bah, c'était le record, c'était la chose à battre, etc. Il commence maintenant à y avoir des compétitions qui se sont créées. Pareil, au début, il y a eu pas mal de gens qui étaient fermés à ça, qui disent, mais non, mais la slackline, c'est pas un sport de compétition, on est là pour nous, pour Hmm. vivre nous-mêmes, on n'est pas là pour se comparer aux autres. Ce que je comprends. Ah, Chacun dans sa pratique peut le faire, mais je peux aussi, moi aussi, avoir envie de me mesurer aux autres, de m'améliorer. La compétition est un moyen de m'améliorer. Et et du coup, il y a de plus en plus de demandes de pratiquants, et en fait, ça s'est créé tout naturellement, comme dans, je pense, beaucoup de disciplines. ouais, j'allais le dire pour faire le parallèle, c'est ce qu'on retrouve dans beaucoup des cultures des autres sports jeunes et entre guillemets extrêmes pour utiliser ce terme-là. Bon, tu me diras le skateboard, je ne sais pas si on catégorise ça. Selon les catégories, ça peut rentrer dans cette boîte-là, mais c'est le discours que tu retrouves dans beaucoup de ces cultures aussi, hein, où tu as des gens qui sont là pour la pratique, pour la communauté, pour la passion et qui se contrefichent, voire qui sont même contre la compétition, et d'autres qui voient la compétition comme un moyen de faire avancer la discipline, la populariser, la structurer, etc. Comment est-ce que toi, tu vois Forcément, tu en fais partie et tu es organisateur, donc tu ne dois pas être complètement contre, mais pour toi, quelle est la place des compétitions? Et bien sûr, il faut qu'on termine après les listes des différentes catégories. Mais pour toi, quelle est la place de la compétition dans la slackline, dans la highline? Moi, je la vois de manière bénéfique, hein, c'est ce que je disais, c'est qu'en fait, personne n'est forcé d'y participer. Si ça Mhm. te plaît pas, que tu es contre la compétition, ben, c'est comme l'escalade, tu peux en faire dans ton côté, dans ta falaise, sans que ça te dérange. Et s'il y en a qui ont envie de développer cet aspect compétitif, tant mieux pour eux. En fait, je pense que c'est pas incompatible, tout simplement. Mhm. Et après, évidemment, ben, le fait d'avoir aussi moi-même été acteur de développement des compétitions, et puis en tant qu'athlète, forcément, ça me plaît. Donc, j'ai envie d'encourager les gens à se dépasser, à essayer de tester des nouvelles choses. Je suis, bah ouais, tu sais marcher, c'est bien, mais essaye de courir maintenant, simplement, voir si ça te plaît. Ouais, ok. Donc, tu nous as parlé un peu de la longueur, tu nous as parlé Hmm. des vitesses. Continue avec la liste des différentes compétitions. Effectivement. Alors, du coup, en fait, la slackline, maintenant que c'est devenu un sport, en fait, la définition d'un sport, c'est qu'il y ait des compétitions, en quelque sorte. Je pense que c'est ce qui va différencier la discipline du sport, c'est Mhm. l'aspect compétitif. Et on va retrouver deux grosses catégories principales. La première catégorie, c'est le freestyle. Donc, un peu comme le skate, il s'agit en fait, c'est des lignes qui font 70 mètres en nylon, donc très élastiques, qui sont tendues très très fort. Et le but, c'est de rebondir dessus, de faire des figures, des combos. Donc, c'est comme va s'apparenter au patinage artistique, au BMX, au snowpark, enfin, tout ce qui va être ouais, mentalité de tricks, d'enchaînement, des combos, etc. De l'un des choses qui ont été jamais vues, etc. Vous pourrez aller les voir. C'est incroyable ce qu'ils font. Enfin, surtout quand j'ai commencé, c'est pareil. La freestyle s'est développée de manière exponentielle.
Au début, on se posait sur le dos sur la slack, on se relevait, on était là, waouh, incroyable. Maintenant, c'est un trick de base. Enfin, Combien de backflips ils font maintenant? Double, triple? les backflips, c'est encore techniquement compliqué parce que comme on a un sol qui bouge pour un backflip, le principe c'est que tu décolles. Sauf que Ouais, là, vu que ton sol, s'il bouge avec toi, si tu décolles, le sol va remonter avec toi. Donc ils en font qu'un seul. ok. Ouais, j'ai une vidéo qui me vient à l'esprit. Je me rappelle plus du nom de la vidéo, mais c'était une compétition de slackline il y a plusieurs années. Et Ouais. je me rappelle juste de la musique. La musique, le nom de la chanson, c'était That's Not My Name. Et je te l'enverrai, je pense que tu l'as déjà vu plusieurs fois, mais c'est vrai que c'est assez incroyable de voir un jeune sport comme ça. Et je pense avec une inspiration des autres sports acrobatiques, hein, donc Mm. les BMX, les skateboards, les rollers, les skis, etc. Et importer ces figures et les transposer sur la slackline. Exactement. Bah, en plus, je pense qu'il y a pas mal d'acteurs du freestyle qui au départ venaient du skate ou du BMX et puis qu'on changé de discipline et qu'on dit, ah mais attends, on peut s'amuser là-dessus aussi. Ouais. Et j'imagine qu'il y a un très bon transfert de ces compétences-là, sachant que les skieurs et les snowboarders passent énormément de temps en été sur des trampolines maintenant pour Mm. perfectionner leur rotation, leur position dans l'air, etc. Et donc j'imagine qu'il faut juste s'adapter et savoir que ton trampo maintenant, c'est ce 2 cm de large plutôt qu'un grand trampoline. Exactement, c'est ça. Finalement, ça reste un truc qui rebondit. C'est juste que tu as un seul axe et tu as un peu moins de surface. Mais après, l'avantage, c'est que tu peux l'attraper aussi, Mhm. passer en dessous, jouer, tourner autour. Et du coup, ça t'ouvre aussi une nouvelle dimension. Tu passeras jamais sous ton trampoline pour faire des figures. Alors que nous, on passe notre temps à rotationner en dessous, utiliser la ligne, s'agripper. Enfin, il y a plein d'ouvertures. Ok, donc on a ce côté freestyle qui se Voilà, fait sur ces slacklines en nylon, comme tu l'as dit, hein, c'est ça? exactement, ouais. Et ensuite, Et ensuite, tu vas voir la vitesse. La vitesse, c'est beaucoup plus simple à compter, à chronométrer et à mesurer. Bah, tu démarres à un point, tu finis à un autre, et puis le plus rapide est gagné. Ce qui est chouette, c'est que tu vas pouvoir avoir plus de flexibilité. Parce que autant les freestylers, ils ont besoin d'avoir leurs 70 mètres de nylon tendu à une certaine tension, c'est assez réglé. Ils ont trouvé, on va dire, leur setup optimum. Nous, la vitesse, on peut s'adapter à n'importe quelle longueur. Que tu cours sur 60 mètres ou sur 300 mètres, en soi, bah, tu vas changer toi, ta manière de courir. Mais l'avantage, c'est que c'est possible de changer justement d'environnement et c'est beaucoup plus flexible. Et ça, c'est chouette. Et après, du coup, bah, justement, tu vas avoir des sous-catégories. Tu vas avoir sur distance sur 50 mètres, qui pour moi sont vraiment très très courtes, c'est du sprint. Distance sur 300 mètres, bah, du coup, il faut que tu gardes ton effort sur plus long. Et c'est comme l'athlétisme, en fait, où tu vas avoir du sprint, du moyen, du long fond. Et enfin, les records du monde de distance, 2,7 km. Là, c'est pareil, tu gères pas ton effort de la même manière. combien de temps ça a pris les 2,7 km sur une slackline ou sur une Une highline? heure seize. 1h16. Ok. Et sur un 50 mètres, les meilleurs font combien à l'heure actuelle? Eh ben, on dépasse les mètres secondes, on est presque aux alentours des 2 mètres secondes, donc 50 mètres, entre, ouais, 25 secondes, un truc comme ça. Ça commence à avancer, hein, ça fait Ça un. commence à Ouais, sprinter, ouais, t'es bien plus rapide qu'un rythme de marche normal au sol. ouais, c'est ça. 2 mètres secondes, on est 3,6. Donc on est à 6, 7 km/h. Ça fait une marche bien, 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 bien relevée quand même, hein, Ouais, pour donner un. justement, je compte pas trop en kilomètres heure parce que Hmm, entre 3,6 ou 3,2, enfin, oui, c'est assez difficile de mesurer. Je trouve que le mètre seconde est plus parlant. ouais, C'est pareil, un standard que j'essaye de pousser, puisque pareil, si tu vas comparer une vitesse en temps et en minutes, bah, si ta longueur est différente, oui. à chaque fois, il fait, ah, t'as mis combien? J'ai mis 2 minutes sur 150 mètres. Ah, d'accord, moi j'ai mis 1 minute 30 sur 80 mètres. Mais non, tu comptes en mètres secondes, paf, tu sais, t'as un rythme moyen et puis Ça, ça c'est te permet de mesurer. mon esprit science du sport qui rentre en action, Mm. mais je ne sais pas si ça a été déjà fait de mettre en relation les différentes distances et les différentes vitesses pour voir justement cette courbe ou cette relation entre la vitesse et la durée ou la distance des différentes lines. Ça fait un bout de temps que je me dis qu'il faudrait que je fasse ma courbe sur Excel avec mon temps en mètres secondes par rapport à la longueur et justement voir la vitesse moyenne qui descend et où est le pic. Ça demande de le faire. J'avoue que ça fait, je pense, plus d'un an que j'ai ça en tête, que j'avais envie de rassembler beaucoup de données de ma part, puis d'autres athlètes, pour voir justement où est le shift. Ouais, C'est bien que tu m'en parles, parce que ça va me remotiver à le faire. Mais effectivement, en fait, tu remarques ça quand tu... Enfin, moi, je l'ai remarqué en tout cas, que ma vitesse moyenne, eh ben, elle va baisser avec la longueur de la sangle, ouais. forcément.
que bah, si je cours sur 300 mètres, je pourrais pas aller aussi vite que si je cours sur 60 mètres. Et ça, c'est super intéressant justement et de comparer. Moi, je sais que bah, je suis meilleur en fait en vitesse moyenne, en ratio sur du long Mhm. que sur du court. Parce qu'en fait, moi, mon point faible, c'est le démarrage. Je vais perdre beaucoup de temps à démarrer. Quand il y en a, ils sont capables de démarrer en 1 seconde et déjà être parti. Moi, il m'en faut plutôt 2, 3. Et du coup, derrière, j'ai 3 secondes à devoir rattraper sur le mec à démarrer. Ça fait 3 secondes, c'est énorme. Est-ce qu'il y a quelle est la proportion de compétiteurs qui se dirigent plutôt vers le freestyle et l'autre plutôt vers la vitesse? Et aussi, quelle proportion peut-être fait les deux? Le freestyle est beaucoup plus, enfin, je dirais pas valorisé, mais présent. Il y a beaucoup plus de pratiquants de freestyle. Ouais. Parce que pendant longtemps, en fait, il a commencé à avoir des personnes qui ont développé ça, qui ont créé des compétitions. Les premières compétitions de speedline ont mis beaucoup plus de temps à arriver que celles de freestyle. Au championnat du monde, il y avait effectivement une compétition. En fait, les championnats avaient les deux compétitions, justement freestyle et vitesse. Le vitesse, c'était un peu le petit frère, ça m'a vexé. Du coup, j'ai dit, bah, je vais créer ma propre Coupe du Monde, il n'y aura que de la vitesse. Et ça a donné aussi, je pense, une impulsion dans le sport d'avoir juste de la vitesse, que c'était pas juste un petit truc à côté, qu'il y avait de quoi faire. Et en fait, ça a motivé plein de monde. Et moi, ça me plaît parce qu'en fait, c'est une discipline qui a entièrement sa place. Et c'est un autre type, évidemment. C'est peut-être moins artistique, moins ludique, etc. Mais on rentre beaucoup plus dans le cardio malgré tout. Et en fait, au départ, moi, je suis un marcheur de grande ligne et Mhm. j'ai envie de marcher. J'ai pas envie de bouncer sur place sur le même truc. Enfin, si je voulais faire du trampoline, j'irais à la salle. Donc, vu que Je c'est... les adore, les freestylers, c'est des amis. Non, exactement, exactement. Euh, Parle-nous de comment tu as décidé d'organiser cette première Coupe du Monde t'appelles ça de la speedline, hein, c'est ça? Ouais, speedline, tu vas aller vite, quoi. Je me permets d'interrompre cet épisode pour te dire que si tu souhaites progresser en cardio, devenir plus endurant, mieux récupérer sans nécessairement t'entraîner plus dur, je t'ai préparé une mini formation en 4 vidéos pour t'expliquer tout ce qu'il y a à savoir sur les zones d'entraînement et comment les appliquer dans ton quotidien. Clique sur le lien dans la description pour accéder gratuitement à cette formation. Voilà, exactement. Comment est-ce que tu as décidé de formater cette première Coupe du Monde? Qu'est-ce qui t'a orienté vers ce choix? De quel sport tu t'es inspiré, on va dire, pour créer cette Coupe du Monde? Bah, comme dit, j'avais déjà fait des compétitions de speedline qui existaient. Hmm. Pareil pour les championnats du monde, etc. Le fait d'avoir gagné, je pense, les championnats du monde de vitesse, ça m'a motivé. Et je me suis aussi dit que c'était en quelque sorte un peu mon rôle de développer cet aspect sportif et de rendre en retour à la communauté ce que la communauté m'avait donné. Mhm. Et ensuite, d'un autre côté, moi, je suis originaire d'Alsace. J'ai organisé un projet, une traversée de 800 mètres entre un château et une forêt au-dessus d'un village. C'était incroyable et la mairie, enfin les locaux, le village, la mairie, tout le monde a vraiment apprécié ce spectacle et du coup ils en ont redemandé l'année d'après. Parce que je leur ai dit on va pas faire la même chose. Il y avait un autre château en fait juste à côté. Les deux châteaux étaient à une distance de 150 mètres et je me suis dit mais en fait ça va être un super cadre pour faire de la compétition. Mhm. Et du coup en fait naturellement j'ai eu envie de pousser, de développer à la fois ben, cet événement pour offrir au village. Parce que finalement moi aussi j'organise des événements en parallèle de mon côté athlète et puis envie de pousser en fait la discipline de la vitesse, de donner un cadre aux athlètes qui avaient envie d'essayer. J'ai eu des athlètes de 30 pays. Ils sont venus de tous les continents, juste l'Afrique qui n'avait pas été présente. Mhm. Mais autrement, j'ai eu ouais, 5 continents représentés, une trentaine de pays. Enfin, c'était vraiment incroyable. J'ai eu des gens qui se sont motivés, qui se sont entraînés juste pour cette compétition. Ça crée très bel engouement. Et maintenant, on voit justement des gens qui s'entraînent, qui échangent des techniques. Enfin, qui se donnent des chronos. Enfin, ça crée vraiment ouais, une émulation autour de cette discipline. Et ça, c'est quelque chose qui moi, me rend fier. Et puis, je suis content de voir que ça se développe. Quel était le format de la compétition? Est-ce que c'était par élimination? Combien d'essais chacun? Comment tu as organisé la chose? C'était effectivement par élimination. Il y avait des qualifications où tout le monde avait 2 runs. On gardait le meilleur des 2 temps. Mhm. Et ensuite, on a créé un tableau éliminatoire. Et puis, c'était en duel. Donc, 2 lignes parallèles, départ simultané. Le premier arrivé au drapeau passe au round suivant. L'avantage de ce format battle, c'est que chaque battle est une compétition à regarder. Il peut y avoir des... Enfin, là, tu commences à être stratégique. Le but, c'est pas d'aller uniquement le plus vite, c'est d'aller plus vite que l'autre. Mhm. Faut jouer d'un côté la sécurité, parce que si tu es devant, bah, tu vas pas aller plus vite et risquer la faute et tomber. La faute n'est pas éliminatoire, mais bon, le temps que tu te relèves, l'autre est repassé devant. Tu perds combien de temps sur une chute?
Ça dépend qui. Comme dit, le catch prend beaucoup moins de temps que le leash fall, parce que quand Ouais. tu catch, tu attrapes la ligne, tu te relèves directement, ça peut prendre 2 3 secondes. Un leash fall, tu tombes dans la ligne, il faut vraiment tout réescalader, te relever et repartir. Et il y en a justement, c'est surprenant, ils arrivent à tomber, catcher, ils écartent juste les jambes, c'est pas grave, ils se relèvent en 1 seconde et demie, ils sont repartis. Moi, je sais que si je tombe, c'est fin du game. Donc, je jouais la sécurité et puis la régularité en quelque sorte. C'est super cool d'avoir mis les deux lignes en parallèle. Je pense que ça donne vraiment quelque chose de supplémentaire, de voir cette course véritablement entre deux individus. Mm, Chose je passe beaucoup de temps dans le monde du CrossFit et ça, c'est toujours une question, c'est comment rendre le sport plus attrayant pour les spectateurs, surtout pour les spectateurs qui ne savent pas ce qui se passe. Et le fait exactement, d'avoir une course avec un départ et une arrivée et deux personnes qui font exactement la même chose, ça rend les choses extrêmement simples et extrêmement intéressantes à regarder c'est aussi. ça. Et je pense que c'est là où finalement le speedline a beaucoup plus de potentiel que le freestyle. C'est qu'en fait, en freestyle, même moi en y connaissant quelque chose, des fois je comprends rien. Et le public, alors ils sont là, mais du coup, là, c'était dur ou c'est pas dur. Enfin, ce qui est marrant, c'est que le public va trouver des tricks qui vont être basiques, super impressionnants, alors que derrière, des tricks qui sont techniquement incroyables, ils vont être, bah, ouais, c'est pas fou. Et effectivement, le format de battle, comme ça, pour le public, c'est très, très ludique. Et justement, c'est ça qui était bien, c'est qu'en fait, cette compétition, elle a été créée pour les athlètes, pour qu'ils puissent s'entraîner, mais aussi pour le public. On a eu, c'est des châteaux, faut compter 40 minutes de marche depuis le village dans les montagnes. C'était noir de monde. Enfin, vraiment, on avait un public de malades. Il y avait un gros, gros engouement de la part du public. Et ça, c'est pareil, c'est quelque chose que j'avais envie de donner c'était dans ma région d'origine. Et j'avais envie de partager ma passion avec ma région et ma région avec ma passion et faire les deux ensemble, c'est quelque chose c'était un but pour moi. C'est vraiment spécial et j'adore le fait que tu aies fait ça entre deux châteaux, c'est assez incroyable. Pour revenir rapidement sur le freestyle, c'est une question que je me suis posée juste avant quand on discutait. Je regardais hier du slopestyle en ski Mm. de l'année dernière aux X Games et c'est quelque chose que je me disais, est-ce que les juges, ils ont des notes pour différents tricks comme ils le feraient à l'époque ou encore aujourd'hui en gymnastique où tu as des Mm. niveaux de difficulté par trick? Est-ce qu'ils ont ces chartes-là et ils savent eux sur quoi ils vont se baser? Après, bien sûr, l'exécution, le style, etc. Mais est-ce qu'il y a des barèmes ou des standards comme ça qui sont établis en freestyle, tu sais? Ah ouais, ouais, ils se prennent bien la tête pour gérer un système de notation. Enfin, Ok, il n'y a ouais. pas un standard, il y a plusieurs systèmes de notation. Chaque championnat, ça va changer un petit peu, les règles sont très précises. Mais grosso modo, ils font une liste de tiers tricks, enfin, qui sont notés effectivement au niveau de difficulté. Mm. Et puis ensuite, ils vont décider, en fonction de chaque compète, de valoriser plutôt le combo, plutôt le meilleur tricks, plutôt l'exécution, enfin, t'as pas mal de choses. Et puis chaque fois, les compétitions évoluent, parce qu'effectivement, l'année dernière, par exemple, ça valorisait plus l'exécution. Du coup, les athlètes, on a remarqué qu'ils allaient jouer stratégique, plutôt faire des tricks dont ils étaient sûrs de les réussir pour avoir une belle exécution. Mhm. Cette année, là, pour les championnats du monde qui vont avoir lieu cet été en 2024, j'ai mon coloc qui, pareil, lui aussi est juge de ce côté-là, au niveau du freestyle. Ils ont changé la règle, ils vont valoriser plutôt la difficulté des tricks pour Ok. justement pousser les gens à donner le meilleur d'eux-mêmes et pas avoir tout le temps les mêmes tricks de manière répétée, comme dans les jeux vidéo où tu fais combo, 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 combo et que ce soit plus intéressant. C'est quoi les tricks les plus valorisés à l'heure actuelle sur une slackline? Si on commence à rentrer dans le nom, enfin, je sais pas, c'est compliqué parce que il y en a tellement déjà. Enfin, Hmm. moi, quand j'écoute les freestylers parler, j'ai l'impression d'être un vieux de 70 ans qui est dans le métro et qui entend les enfants parler. Mais qu'est-ce qu'ils me racontent? Et tu peux avoir Orbital, Backflip, Darth Vader, Shrimpflip. Enfin, les freestylers sont assez créatifs, donc ils donnent des noms. Si je te les dis, ça va pas forcément t'aider. Faudrait que je t'envoie des vidéos et puis tu pourrais les incruster dans l'interview à côté si tu veux. Ça, on peut, ouais. Et je suis en train de faire des notes au niveau du temps pour justement pouvoir le faire. Donc, ça peut être pas mal. Ça Mm, peut donner une autre, ça peut donner une autre dimension au podcast et faire en mm. sorte que les gens puissent se rendre compte véritablement de la difficulté. J'imagine, ouais, c'est comme les grabs en ski ou en skate et en roller de Mm. l'époque où les noms ils sortent quand les gens ils ont inventé une nouvelle C'est figure ça, en et fait, chaque souvent la personne qui personne qui invente un décide. tricks nomme son tricks et puis ça part, quoi. Mais grosso modo, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont. Enfin, je vais prendre un stylo, ça sera ta ligne. Ouais. Et les mecs, ils sont debout. D'abord, tu bandes. Souvent, au début, on commençait par s'allonger, on se relevait. Enfin, tu gardais toujours un contact avec la ligne.
Maintenant, ce qui va se passer, c'est que les mecs vont commencer à tourner autour de la ligne en gardant un seul pied qui vient hooker la ligne, enfin qui vient graver la ligne, Ouais, et puis ils se retournent en même temps. Genre, ok. pour te donner un peu une idée du level, quoi. Ouais, ouais. Ah, c'est assez impressionnant. Et ça fait combien d'années que le freestyle a commencé à émerger? Ça fait 5 6 ans, je dirais, quelque chose comme ça. Donc le sport a encore de belles années dans lui. Ouais, le sport se développe. Enfin, c'est... Et encore, on a tous commencé, on va dire, relativement vieux. Maintenant, on commence à avoir des gens. Oula, salut toi. Il y a le chat qui nous a rejoint pour la conversation. Voilà, c'est ça. On commence à avoir des gens qui commencent très très jeunes, à 12 ans. Et puis là, enfin, quand tu as la future génération qui débarque, nous, on va tous finir au placard et on va devenir coach, quoi. Non, c'est super de voir encore une fois ces jeunes disciplines se développer. Tu as parlé tout à l'heure du fait que cette compétition que tu as mis en place a créé pas mal d'émulation de gens qui s'entraînaient ensuite, avant et ensuite, grâce à ça. Qu'est-ce que tu vois se développer maintenant dans la communauté grâce à ces compétitions de speedline? Qu'est-ce qui commence à se passer autour de toi? J'ai des gens qui me demandent des conseils. Ah, mais comment tu fais pour aller vite, etc. Vas-y, dis-moi, c'est quoi tes tips, machin. Tu vas avoir des gens qui découvrent leur propre technique. Et puis en fait, moi, je commence vraiment à avoir des compétitions qui pop un peu partout. Bon, c'était déjà le cas, hein. Je dis pas que c'est moi qui ai créé les compétitions de speedline, etc. Enfin, comme j'en avais déjà fait avant. Et c'est trop bien que ça continue aussi sans moi. Mais il y a des gens, ouais, je pense que les gens commencent à vraiment valoriser en fait cette discipline et à réaliser que c'est pas juste se dépêcher de finir d'aller sur la ligne, quoi. Tu découvres une nouvelle dimension et c'est fun en fait de découvrir cette partie, on va dire cardio et un peu méconnue de la discipline, qui pendant longtemps avait été un peu oh. Souvent les gens quand j'allais vite, on me disait mais qu'est-ce que tu fais? Tu profites pas de ton run, tu te dépêches et tout, tu profites pas du paysage. Si, je sais que j'en profite plus vite que toi et j'ai le temps d'en faire 4 fois plus que toi aussi. Ouais, j'imagine que tu coupes pas mal de distance sur une séance sur la ligne. Aujourd'hui, comment est-ce que tes entraînements sont structurés? Si on parle tout d'abord des entraînements sur la ligne, comment tu répartis ça dans la semaine? Est-ce que ça varie beaucoup de semaine en semaine selon la météo, les opportunités? Ou est-ce que tu essaies quand même de garder un certain rythme pour tes entraînements de slackline? C'est vrai qu'on n'a pas forcément d'entraînement très régulier comme on va dire au CrossFit où effectivement bah, tu vas à la salle, etc. Donc enfin moi en tout cas personnellement c'est très très fluctuant. Au départ, faut retracer aussi pourquoi je me suis mis à la speedline. En fait, moi, au début, j'étais un marcheur de longue ligne. Donc, vraiment, pour moi, c'était toujours plus long, plus long, plus long, plus long. Je commençais à 10 mètres et puis ensuite 300, 600. Et chaque année, en fait, j'avais une équipe avec un pote qui s'appelle Arthur Lefebvre. Et on se tirait la bourre pour avoir le record enfin, pour avoir sur chacun un meilleur PB, un meilleur personal best. Et en fait, chaque année, on faisait des projets et on doublait la longueur. 600, 1300. Et au bout d'un moment, on s'est dit, mais en fait, l'année prochaine, si on continue à doubler, on va faire le record du monde. Et pendant longtemps, en fait, ce record du monde, je voyais les gens qui faisaient ça et j'étais là, waouh, mais ces gens, c'est incroyable, ils sont sur un niveau que je pourrais jamais. Et un jour, en fait, j'ai traversé 500 mètres sans chuter et puis je me suis retourné, j'ai regardé la ligne, je me suis dit, en fait, il y a 3 ans, ça, c'était un record du monde. Ça l'est plus maintenant, mais il y a 3 ans, c'était un record du monde. Et s'ils ont pu le faire il y a 3 ans et que je peux le faire aujourd'hui, en fait, il n'y a rien qui m'empêche de viser le record, tu vois. Et du coup, en fait, avec mon pote, justement, quand on a su qu'on allait installer ce projet de 2,7 km, on l'a préparé, c'était une belle année de préparation en termes de logistique, parce que je te laisse imaginer le nombre de matériel qu'il faut, enfin la logistique, on était un groupe de 25 personnes, les autorisations, c'est quelque chose d'assez démentiel. Il y a un film d'ailleurs là-dessus sur YouTube qui a été fait, il est très très bien fait, je vous recommande d'aller le voir, il dure Il une s'appelle trentaine de comment? minutes. Record du monde de Highline sur YouTube. Super, je mettrai le lien dans la description du podcast. Parle-nous un petit peu plus de ça, justement, des contraintes logistiques pour ces records de distance. Parle-nous de tout ce que tu as dû mettre en place, ce que vous aviez dû mettre en place avec ton équipe pour faire en sorte que ce record puisse être un record. Mais en fait, il faut savoir que à ce niveau-là, en fait, c'est pas uniquement un record sportif, c'est un record aussi logistique. Il faut trouver un spot pour commencer où tu as deux montagnes à peu près au même niveau, où tu puisses installer un fil gigantesque. Il faut savoir que pour installer une ligne, en fait, généralement, tu as une falaise ou une montagne d'un côté et puis de l'autre.
soit tu marches avec un fil et tu le traverses, parce que des fois, tu vas voir des routes, des forêts, des ravins, des chats qui mangent les lignes. Euh, c'est pas forcément franchissable Ouais. ou pas forcément facile de le franchir, on va dire. Et plus c'est long, plus tu as des chances d'avoir des obstacles entre les deux points. Du coup, tu vas tricher, tu vas utiliser un drone qui passe avec un fil de pêche. Ensuite, ton Mhm. fil de pêche, tu vas tirer une petite ficelle, puis une moyenne ficelle, puis une grosse ficelle et de plus en plus gros. Et après, il faut tirer. D'abord, tu tires 2 kilomètres de fil de pêche, puis ensuite 2 kilomètres de fil qui fait 2 millimètres, puis 2 kilomètres qui fait 3 kilomètres, enfin 3 millimètres, et ainsi de suite, de plus en plus gros, parce que sinon, forcément, tu vas casser. Il faut respecter un certain ordre de poids. Tu tires beaucoup, c'est épuisant. Du coup, pour le 2,7, ce qu'on a fait, c'est qu'on a trouvé un grand champ en Auvergne où il y avait zéro arbre, rien du tout. On a tout déroulé par terre, Ouais. et ensuite, on a tiré pour le lever. C'est pas tous les jours que tu trouves ce genre de lieu. Et ensuite, il faut les autorisations de toutes les parcelles que tu traverses, les champs. Il faut le matos, il faut se donner un peu une idée. On marche sur ce qu'on appelle du dynéma. Un matériau qui est très très peu élastique, Ouais. qui va avoir 1 ou 2% d'élasticité. Pourquoi? Parce qu'en fait, sinon ta sangle, quand tu vas marcher dessus, elle va bouger d'avant en arrière, Mhm. ce qu'on appelle le humping. Et en fait, 1% sur 2,7 km, ben, ça te fait déjà un énorme mouvement et ça ajoute, on va dire, de l'instabilité. Mhm. Ensuite, l'intérêt du cinéma, c'est qu'il est plus léger. Qui dit plus léger, dit moins lourd à porter, moins de tension dans la ligne, parce que nos lignes, elles tiennent à peu près entre 2 et 3 tonnes en moyenne. Mhm. Bah, si tu fais le poids, plus le bonhomme, etc., ça fait que ça tire fort et à un moment, bah, on a un coefficient de sécurité qui n'est plus assez satisfaisant. Ouais. Calculé d'ailleurs à Arthur que le coefficient, pour le moment, avec les matériaux actuels, le record théorique, ce serait 4 km, parce qu'au-delà, en fait, le poids de la ligne en elle-même serait trop lourd pour supporter son propre poids. Ok. Très intéressant. Et ensuite, c'est des installs qui sont longues, donc qui coûtent cher, parce que le Dynéma, ça coûte entre 4 et 6 euros du mètre. Je te laisse faire le Ah ouais. calcul sur 2,7 km, sachant qu'il te faut une ligne de sécurité en plus. Ouais. Elle est aussi faite dans le même matériau ou pas? C'est plus léger. Si tu l'as fait, tu peux le faire en polyester, ça va être moins cher, mais plus lourd. Et du coup, bah, plus lourd. Enfin, c'est toujours les problématiques, gains, avantages, etc. Donc, si tu as du Dynéma partout, le plus light possible, c'est le mieux. Enfin, bref. Et la line de 2,7, tu la gardes dans le garage, tu vas la réutiliser, tu peux la découper pour faire d'autres lines un peu plus courtes. Alors en fait, la line de 2,7, c'est pas une line, c'est des sections qui font entre 50 et 100 mètres, qui sont D'accord. connectées les unes entre les autres. Et du coup, en fait, sur ce projet, on était à peu près 5-6 à ramener un morceau. Moi, j'avais ramené 600 mètres, Arthur avait ramené 1 kilomètre. Et puis en fait, on est une association de plein de gens qui se sont mis ensemble justement pour assembler, on va dire, le setup. Donc on avait un beau benchmark des différentes marques de Dynéma qui existent sur le marché. On a pu comparer à chaque fois. C'était assez intéressant, tu marchais, la ligne changeait de couleur, tu savais où tu étais du coup sur ton setup, ça te permettait de te repérer. Mentalement, ça c'était une bonne chose. Puis là, bah, je sais, là je suis à cette section, on avait le plan en tête, on savait exactement où on était à n'importe quel moment. Est-ce que On était vous avez aussi, un... Vas-y, vas-y. du coup, on était aussi bah, au niveau de la sécu relié avec un Toki, avec la base. S'il y avait un problème, on pouvait tout le temps les appeler, leur dire bah, là, il faut activer le plan de secours. Pareil, au niveau de la sécurité, sortir un mec qui serait au milieu d'une ligne de 2,7 km, c'est pas aussi évident qu'il y paraît. Mhm. Et en fait, plus gros problème de ce genre de ligne, c'est le vent. Mhm. Parce qu'en fait, le vent, il souffle et il pousse sur ta ligne. Ta ligne, elle fait 2 cm. Du coup, on avait pris des lignes qui étaient encore plus fines. La plus fine faisait 17 millimètres de large. Si tu fais 17 millimètres de large, ce qui est la plus fine, donc moi, on est plutôt aux alentours de 2 cm. Mais si tu fais ça sur 2,7, ça t'as à peu près l'équivalent de deux grosses voiles de parapente. Ouais. Ça Deux fait de la voiles de surface. parapente, quand tu Ouais. as une tempête de vent, ça se fait dégommer. Bah, la ligne, c'est pareil. Le vent, du coup, ça pousse, ça met de la tension supplémentaire sur ta ligne. Mhm. Ça fait que ta ligne, au lieu d'être droite, elle va faire un S. En fait, ton ancrage, il est là-bas. La ligne, elle part à gauche. Et ben, pour un truc droit, c'est assez perturbant, mais ça t'envoie des rafales, ça te fait tomber. Et en fait, à partir du moment où tu commences à plus pouvoir marcher et que tu fais que tomber, bah, tu vas t'épuiser et tu n'arriveras pas à sortir de ta ligne. Et en fait, là, ça devient dangereux. Donc, il y a un engagement ouais, en termes de risque, quand tu vas sur ce genre de géant, de ligne géante, qui n'est pas à négliger et qu'on n'envoie pas n'importe qui. Et du coup, c'est pour ça justement qu'on en revient à la question initiale de l'entraînement.
Mm. comment s'entraîner pour ce genre de truc, parce Ouais. que, comme on dit, bah, c'est une installation qui dure un an de préparation, tu vas pas pouvoir. Donc, ce qu'on faisait, c'est qu'on s'entraînait comme à la piscine. On installait 400 mètres dans un endroit facile qu'on connaît, puisque 400 mètres, maintenant, pour nous, c'est devenu quelque chose d'anodin, en quelque sorte. C'est une petite ligne d'entraînement. Et on faisait des longueurs de piscine. On faisait des allers-retours. En fait, on faisait des allers-retours pour être capable de marcher les 3 kilomètres, d'avoir la certitude que ton corps en est capable. Mm. Et en fait, dans ta tête, le jour où tu vas t'élancer sur 2,7, tu sais que tu l'as déjà fait. Tu sais que physiquement, tu en es capable. Mentalement, c'est encore autre chose. Mais qu'au moins, tu sais que tu vas pouvoir en sortir. Et ça, c'est indispensable, en fait. Et pour moi, en fait, c'est là où est intervenue la notion du temps. Mm. C'est qu'en fait, on est 25 dans l'équipe. On a tous envie d'y aller. Ça fait des années, des mois qu'on se prépare là-dessus. Et on sait qu'on va avoir globalement un créneau. Peut-être deux si on a de la chance. Parce qu'en fait, en moyenne, moi, je suis un des plus rapides. Je les traverse en 1h16. Les plus longs mettent 3 heures à la traverser. Mm. Et qu'en fait, Ouais. plus tu restes longtemps, plus tu t'exposes à des conditions de vent défavorables, plus tu prends du temps pour les autres, plus tu vas t'épuiser, et ainsi de suite. Du coup, pour moi, le temps était primordial parce que bah, plus vite tu sors de là, plus vite tu es en sécurité aussi, en quelque sorte. Et en fait, avoir un rythme aussi, si tu mets trop longtemps, enfin mentalement, il faut rester concentré pendant 3 heures. Moi, je dis, c'est pas possible pour moi. Au-delà d'une heure, je suis fatigué, il faut que je me dépêche. Et du coup, en fait, on s'entraîne grâce à ça. Et pour moi, en fait, au départ, vraiment, je me suis entraîné pour le record du monde. Il se trouve qu'il y a eu le championnat du monde qui est tombé le même été, juste après, enfin, juste avant. Mais pour moi, j'étais vraiment en mode entraînement de la longue ligne. Et en fait, à force de bouffer de la longueur, de la longueur, de la longueur, et ben, c'est ça qui est beau aussi dans la slackline, c'est que le freestyle, moi, ils font beaucoup de tricks. Mm. Moi, je me rappelle une phrase de Bruce Lee qui dit j'ai pas peur du mec qui a travaillé 1000 tricks une fois. J'ai peur du mec qui a travaillé un tricks 1000 fois. Moi, je connais un seul tricks, c'est le pas. Moi, je le fais bien, hein. J'ai juste un tricks, je fais un pas, mais je le fais 10 000 fois de suite. Et en fait, tu vas vraiment perfectionner ton geste. Parce qu'en fait, c'est ce que je te disais, tu es en gainage constant, toujours en train de rattraper, etc. Tu as les bras en l'air. Du coup, il faut se reposer. Et en fait, chaque mouvement parasite, c'est de l'énergie. Et ton énergie, quand tu es sur ta ligne, elle est précieuse. C'est du souffle, c'est de l'eau, enfin, t'as pas de ravitaillement. Une fois que tu es parti, tu sais qu'il n'y a pas de retour en arrière. Donc il faut que tu sois le plus propre, le plus épuré possible. Et ça, derrière, en fait, c'est ça qui m'a amené à la vitesse naturellement. Et derrière, je me suis aussi entraîné sur des lignes plus courtes, hein. C'est juste d'accélérer le rythme de pas, juste pour, quitte à me mettre en danger, en fait, pour le plaisir, tu vois. D'accélérer, d'aller voir jusqu'à où je peux pousser avant de tomber, quoi. Parce que plus tu vas vite, moins tu es précis, plus tu te mets en danger, plus tu risques de tomber. Pour toi, quel est le rôle donc pour quelqu'un qui, disons, quelqu'un qui souhaite se dédier à la speedline et qui veut devenir meilleur là-dedans, qui veut devenir plus rapide, quel est le rôle de la marche plutôt lente justement au niveau technique sur la ligne pour devenir meilleur à plus haute vitesse? Ça fait travailler ta régularité. Ça fait travailler ton mental, ta capacité à ne plus tomber. Parce qu'en fait, pour battre un record du monde, il faut marcher de bout en bout sans chuter. Si tu Hmm. chutes, tu ne valides pas ton record. Ouais. Donc, mentalement, tu t'autorises plus à tomber. Donc, il faut que tu sois propre. Donc, il faut que tu sois régulier. Et en fait, cette régularité et ce rythme, c'est ce que tu vas avoir besoin en speedline. En fait, c'est ce que je dis souvent aux gens, c'est qu'il ne faut pas travailler à aller vite. Il faut travailler à être régulier. Une fois que tu es régulier, tu vas pouvoir accélérer ta cadence, agrandir la taille de tes pas. Et une fois que tu as ça, en fait, bah, après, tu as plein de choses à travailler, mais en fait, c'est cette régularité qui va te donner cette confiance en ton corps, en tes capacités, et derrière, au niveau compétition, qui, je pense, me donne un avantage par rapport à d'autres speedliners qui vont être très, très rapides aux entraînements, qui sont capables de courir. Enfin, tu vois, les mecs, ils volent, etc. Mais en compète, ils paniquent parce que c'est une performance qui est faite sur demande, à l'instant précis. En fait, quand tu es sur une highline et que tu veux battre un record, en particulier sur ces grandes lignes, tu vas avoir une chance, peut-être deux, c'est ce que je te disais, et en fait, tu n'as pas de deuxième essai. La compétition, c'est maintenant. T'as beau être super bon, si maintenant, t'es pas bon, si t'as pas réussi à te préparer en avance ou que t'as pas réussi à te mettre dans le mood, tu fais une erreur, c'est fini.
Et en fait, je pense que, ouais, pour moi, c'est cette régularité cette consistance qui te permet de, de deliver, de fournir la performance au moment où tu le demande, en fait. Ouais, c'est extrêmement intéressant parce que je vois des parallèles avec d'autres domaines de l'entraînement, notamment l'endurance, où aller vite tout le temps, c'est pas nécessairement le meilleur moyen de devenir bon sur les plus longues distances et de bien récupérer. Tu vas plus doucement et ensuite ça t'aide sur les phases où tu dois aller plus vite aussi. C'est ça. Si on devrait prendre un contexte très très simple pour juste illustrer le propos, disons que tu te prépares pour du travail de vitesse, pour une compétition de vitesse. Disons que tu as 5 entraînements dans la semaine sur la ligne. Comment est-ce que tu vas les organiser d'un point de vue contenu des différentes séances pour te préparer au mieux? Et est-ce que ça varie en fonction de la phase dans laquelle tu te trouves? Comment est-ce que ces entraînements sont organisés aujourd'hui? Est-ce que vous avez une structure que vous mettez en place? Est-ce que ça tend vers ça? Parle-nous un petit peu de ce monde-là. Je pense pas qu'il y ait des structures officielles. Chacun gère son entraînement un peu de manière personnelle. Moi, je sais qu'en fait, là, cette année, j'ai fait pas mal enfin, l'année en 2023, j'ai fait pas mal de compétitions en Chine. Mhm. À chaque fois, en fait, tu arrives sur un setup qui est différent. Tu vas avoir à peu près 1 ou 2 jours d'entraînement. Ta ligne est différente, donc il faut que tu te réhabitues. Et effectivement, moi, quand je me lance, on va dire, pour commencer à m'entraîner, je commence pas par courir et aller le plus vite possible. Je fais 2 runs, un aller-retour, 1 ou 2 allers-retours, tranquille, juste pour prendre la ligne en pied. La prendre en main, mais en pied, enfin, savoir comment elle bouge, savoir comment elle réagit, quels sont les différents mouvements, le poids de la ligne, comment la tension va bouger, comment elle réagit par rapport au vent. Vraiment, histoire qu'en fait, mon corps apprenne à connaître la ligne, apprenne à appréhender ses mouvements. Et ensuite seulement, je vais me faire 1 ou 2 entraînements où je vais pousser la vitesse, chercher un chrono, chercher le meilleur chrono, mais pas forcément me cramer. Parce qu'en fait, justement, souvent, c'est ce qu'on va voir, c'est qu'il y a des gens qui vont s'entraîner, 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 et puis ensuite, quand il y a la compète qui arrive, ils sont morts. J'ai un ami, justement, qui était super chaud de enfin, participer à la Coupe du Monde, il était qualifié, il s'est entraîné, et puis une semaine avant la compète, on voit un message, il fait, ouais, ben non, je suis désolé, je me suis blessé, j'ai une fracture de fatigue au niveau du pied, je vais pas pouvoir participer. Mais gros, mais en même temps, qu'est-ce qui t'est arrivé? Tout bah, j'ai trop poussé l'entraînement et tout. Hier encore, je m'entraînais, ça allait, mais aujourd'hui, j'ai trop mal. Attends, mais comment ça, hier, tu t'entraînais? La compète, c'est dans une semaine. Faut- On t'a pas dit qu'il fallait s'arrêter de s'entraîner 2 semaines avant. Enfin, personne, enfin, faut jamais s'entraîner comme un bourrin jusqu'à 2 semaines avant, parce que effectivement, tu risques la blessure, tu risques, bah, tu compromets ta compétition. Et il fait, bah non, moi, je savais pas, enfin, j'ai poussé, quoi. Et ouais, cette notion d'entraînement, bah, finalement, en fait, moi, je vais pas l'avoir de manière très régulière. Toutes les semaines, là, je sais que je vais avoir une compétition qui arrive dans 2 semaines. Donc, je vais commencer à m'y remettre. Euh, Spécifiquement, en fait, pour chaque compétition, parce que finalement, l'entraînement, c'est aussi toute une logistique. Il faut aller installer des lignes, il faut trouver une équipe, pour aller en montagne. En plus, là, c'est l'hiver, donc je te laisse imaginer que c'est pas forcément le plus agréable d'aller installer des lignes avec le froid, le vent, la neige. Bon, là, ça va, il pleut, mais pas forcément mieux que la neige. Et donc ouais, l'entraînement va être spécifique et relatif un peu à chaque ligne en quelque sorte. Et je pense que cela, c'est là où les freestylers ont un certain avantage, c'est que eux, ils peuvent installer des lignes de manière semi-permanente, qu'ils lâchent dans un vallon, une forêt ou quelque part, et puis ils vont comme s'ils allaient à une salle d'escalade, et puis ils s'entraînent, ils ont leur session, la ligne est déjà installée, et puis après ils se barrent. Qu'est-ce que tu fais en dehors de ces entraînements sur la ligne pour te conditionner, te préparer pour tes compétitions qui sont sur une highline ou sur une speedline? Là, cet hiver, je me suis mis au ski de rando. Ça bosse pas mal le cardio. Bah, c'est à fond dans la caisse, les jambes. Tu montes en hauteur, en altitude. Ça te fait bosser les globules aussi. Donc, c'est du complémentaire. C'est pas forcément lié, mais en fait, ça entretient le rythme général en quelque sorte Mhm. et la forme. Et ça, je pense que ça m'aide pas mal. Tout ce qui est randonnée aussi. Et puis après, ben, vélo, j'en fais pas forcément de manière poussée d'entraînement, mais je pratique, on va dire, dans tous mes déplacements de la vie de tous les jours. Ça m'aide aussi. Tu as parlé de l'importance du gainage pour être bien sur une ligne. Est-ce que Mm. c'est quelque chose qui doit absolument se travailler sur la ligne? Est-ce qu'il y a des exercices intéressants à ton avis que tu peux faire sur le sol qui vont avoir un transfert pertinent sur la ligne? Je pense que, alors moi, je l'ai jamais travaillé au sol en pensant que j'avais besoin d'être plus fort en gainage.
Il s'est toujours travaillé naturellement dans ma pratique de la ligne, parce qu'en fait, à partir du moment où tu es debout sur une ligne, tu gagnes tout le haut du corps, etc. Donc pour le coup, j'ai des abdos en béton super beaux, des filles en s'en va de dingue, et puis mes potes sont tous jaloux. Je fais, mais ouais, mais je le travaille pas, c'est juste le fait d'être sur une line travaille mon gainage. Par contre, c'est plus au niveau des cuisses, où là, je vais fatiguer un petit peu plus vite, et au niveau des épaules, parce qu'en fait, c'est comme ça pendant 1, 2 heures ou autre, ça fatigue. Et ça, effectivement, bah, en fait, c'est aussi dans ta gestion de l'effort, quand tu es sur ta ligne, en particulier dans les grandes traversées, tu vas détendre un bras, tu le secoues, tu remontes, tu détends, tu le secoues, tu remontes, et en fait, t'es pas tout le temps crispé. Et en fait, l'art d'être bon sur une slackline, c'est pas d'être concentré tout le temps, c'est de réussir à se déconcentrer, de réussir à justement rentrer dans ce flow. Je sais pas si tu as entendu parler du flow state. En Slack, c'est quelque chose qui, la première fois que j'avais entendu, je me suis dit, mais c'est quoi ces conneries et tout, etc. Et un jour, en fait, je suis rentré dedans, je suis sorti, ah, c'est ça. Alors, Et explique-nous pour ceux qui ne connaissent pas, qui n'ont jamais entendu ce terme, le flow, c'est quoi? le flow state, les trailers, je pense, tout en fait, souvent les sports de fond, dans un effort assez répétitif où tu n'as pas forcément besoin de beaucoup de concentrer, vont le retrouver. C'est un moment où tu n'as plus tant besoin de te concentrer sur ce que tu fais. En fait, juste tu le fais. La présence, ça correspond un peu à une présence absolue dans le sens où tu es juste là en train de faire, t'es pas C'est en train de ça, mentaliser, de réfléchir. exactement. Tu réfléchis plus à ce que tu fais, en fait, tu le fais. Ton corps le fait, en fait. Toi, ton esprit déconnecte, ton esprit se met à vagabonder en quelque sorte. C'est vraiment une rêverie. Moi, je suis sur ma ligne, je pense à des trucs, etc. Et c'est mon corps qui déroule, qui déroule, qui déroule, qui fait le truc. Et puis, en fait, au moment où tu penses de nouveau à la ligne, tu penses, ah mince, il faut que je me concentre pour être capable d'envoyer, de sender la ligne et de ne pas chuter. C'est à ce moment-là où tu reprends conscience, en quelque sorte, que tu vas faire une erreur. C'est assez rigolo. Et il faut à la fois que tu cherches ce flow state, mais si tu le cherches activement, tu vas jamais le trouver. C'est quelque chose qu'il faut que tu laisses venir en quelque sorte. Tu rentres un peu dans une sorte de transe, en quelque sorte. Ça, c'est quelque chose qu'on t'a appris, quelque chose que tu as découvert tout seul. Ça vient. À un moment, ça déclic et tu fais, ah, je ne l'ai pas appris. Enfin, mon corps l'a appris sur la slackline, mais ça sonne un petit peu chaman, hein, que je dis comme ça, mais ça va venir à toi à force de pratique, en quelque sorte. Et ça, c'est quelque chose dont euh, comment vous vous appelez entre vous? Vous êtes des slackliners, des liners, des highliners? Des slackliners ou des highliners. Ouais. Ok. Comment est-ce que vous parlez de ça? Le flow state, c'est quelque chose qui est assez commun dans vos Ouais, échanges, dans le discours des slackliners? ça rentre ouais, on s'en parle, etc. Après, on va pas forcément donner de tips comment l'atteindre le plus vite et tout, parce qu'en fait, on sait que c'est quelque chose qui existe, mais que paradoxalement, si tu vas le chercher, tu vas pas le trouver. Donc, en fait, c'est un état un peu mental dans lequel tu vas te mettre. Et je pense qu'en compétition, maintenant, j'arrive à le créer. Avant la compète, je vais me mettre dans ma bulle. Je vais me répéter un petit mantra en quelque sorte. En fait, quand je suis sur la ligne, avant d'aller sur la ligne, je suis stressé, j'ai la compète, machin et tout. Au moment où je mets le pied sur la ligne, en fait, maintenant, je suis là, bah, ça y est. T'es là pour faire ce que t'aimes, t'es là pour faire ce que tu sais faire. Et t'as pas besoin de penser au reste. Juste profite de ta ligne et fais ce que tu as envie de faire. Et après, à ce moment-là, tu relâches un peu la pression. Tu retrouves tes sensations, c'est déjà ce que tu as répété 1000 fois, tu as le mouvement de la ligne, tu souffles, et au moment où tu entends le bump, tu lances le pied, tu commences à courir. Tu nous en as parlé tout à l'heure et j'aimerais venir dessus maintenant. L'aspect de la préparation mentale pour la highline, pour la slackline. Parle-nous un petit peu de ça et quelle place ça prend pour toi. Pour moi, c'est important. Pendant longtemps, j'en prenais pas forcément conscience. Le fait d'avoir fait beaucoup de compétitions et du coup de devoir forcément me préparer et de trouver une méthode pour me préparer, ça m'a fait réaliser à quel point c'est important. Quand j'ai organisé la Coupe du Monde l'année dernière, j'ai pris le choix assez tôt de ne pas participer. Parce que justement, j'avais envie de faire une chose bien plutôt que deux choses mal. Et qu'en fait, j'avais envie d'offrir cette compétition aux athlètes pour qu'ils aient l'occasion de se consacrer à la performance et non pas à l'organisation.
Et en fait, j'ai pas mal de monde qui a critiqué ça, qui fait, ah, mais ce sera pas une vraie Coupe du Monde si tu participes pas, t'es le champion du monde, il faut, de toute façon, c'est tellement rapide, ça te prend seulement 2 minutes sur la ligne, tu auras le temps de travailler à côté. Non, mais les gars, en fait, ce que vous comprenez pas, c'est que ça me met 2 minutes sur la ligne, mais c'est 1 heure de préparation avant ça. Et en fait, quand je vais être en train de courir à droite à gauche pour m'assurer que tout se passe bien, je vais pas avoir le temps de me préparer à aller sur la ligne, et ça sert à rien de vouloir forcer la chose. Et en fait, cette préparation, je pense que moi, j'ai besoin de me mettre dans ma bulle. Il y a un moment, en fait, avant les compètes, je vais m'écouter de la musique, les gens vont me parler, je vais pas leur répondre, je vais plus les écouter, je vais être juste dans ma bulle, commencer à m'échauffer, enfin, pas forcément de chef très, mais juste dans ma tête, de me mettre en condition de dire je vais courir, de ouais, plus parler à, plus répondre aux questions et de me dire bah je vais courir bientôt, ça, que je suis prêt, je bois de l'eau, je m'étire avant, c'est des trucs de base, je pense que n'importe quel athlète va dire la même chose, mais de se prendre du temps pour soi avant la performance en fait. Donc, tu nous as parlé de quelques éléments, des choses que tu fais, donc l'échauffement, l'eau, les étirements, etc. Est-ce qu'il y a des choses que tu te dis et que tu te dis avant chaque compétition ou avant chaque grosse performance où tu dois être te prêt? Est-ce que tu as, une routine de ce côté-là ou des choses sur lesquelles tu travailles? Je vais plutôt parler des choses que je ne me dis pas. Je ne vends pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Quand on est encore dans les quarts de finale et puis que j'ai un athlète qui me dit ah vas-y on se voit en finale et tout, je suis là, non, ben j'en sais rien, je vais peut-être perdre au quart, donc et toi aussi, donc en fait dis pas ça, ça porte malheur. Euh, je me concentre sur ce que je vais faire et ce que je vais donner, parce que tant que c'est pas fait, tout simplement. Et ça, je pense que c'est la compétition, tout peut arriver, faut rester très humble là-dedans. Et c'est ça qui est excitant aussi, c'est que le résultat est pas joué, c'est que t'en sais rien, tu vas faire une erreur ou pas. Et je me rappelle la dernière compétition, je devais rencontrer un Brésilien qui s'appelle Vidal. Dans le monde de la vitesse, c'est ma némésis. On est deux vraiment à se tirer la bourre pour la vitesse. Au championnat du monde, il est tombé en demi-finale, il s'est fait du coup doubler, il a fini à se battre pour la troisième place. Tout le monde attendait ce duel où on devait se rencontrer en finale. Il n'a pas eu lieu du coup, on était un peu deg, mais c'est comme ça. L'année dernière, en Chine, on a eu l'occasion finalement de se re-rencontrer en compétition et on a fini en finale tous les deux. Pour moi, en fait, j'étais vraiment focus sur ce run. Tout le reste de la compétition, j'étais presque plus stressé que pendant ce dernier run de finale qui était vraiment, j'avais envie de le rencontrer en finale. Et du coup, j'avais plus peur de tomber avant quand des concurrents qui me faisaient moins peur techniquement parlant parce qu'ils étaient moins bons. Parce que je me dis, si je perds contre eux, je vais pas pouvoir me battre contre Vidal. Mhm. Et ce qui est génial, c'est que en compétition, souvent, tes meilleures performances, tu les fais aux entraînements. Parce que t'as pas la pression, tu sais que tu as deux runs, donc tu en as un, tu joues sécure, le deuxième, tu crames tout pour faire un bon score. Tu vas faire des très bons temps. Dans la compétition, on observe généralement tous les athlètes qui vont se retrouver quelques secondes plus bas que leur meilleur temps aux entraînements parce qu'ils jouent un peu la sécurité, qu'il Ça, y a de la stratégie. Parce que si tu tombes maintenant, bah, c'est foutu, donc tu vas pas chercher à faire le meilleur temps, juste à faire meilleur que l'autre. Donc, tu un peu ça. Et justement, j'ai stressé un peu toute la compétition à l'idée de tomber, machin et tout. Je me suis retrouvé, du coup, finalement, j'ai réussi quand même à passer mes phases, à me retrouver en finale contre lui. Et là, on est vraiment à nos deux lignes parallèles, etc. On se voit, etc. Et ce qui est bien, c'est que c'est une compétition qui est très, très saine. On se connaît tous, on est des super amis. Enfin, j'étais ultra content de me battre contre lui. Et au moment où je me préparais un métier sur la ligne, vraiment assis sur le drapeau au milieu du vide, au moment où on a entendu le bump, tout est devenu limpide. Genre, j'ai couru, etc. Bon, il a gagné à 1 seconde près. Il m'a passé devant 1 seconde. Mais ce qui m'a fait très très plaisir, déjà, c'est qu'il n'y avait qu'une seule seconde de différence. On n'était pas si loin que ça. Je lui ai fait peur et puis clairement, il a dû donner énormément. Et en fait, quand on est sorti de la ligne, ils nous ont annoncé nos chronos. On était à peu près 5-6 secondes meilleurs que tous les temps globaux de la compète. Donc tous les deux, on a pulvérisé nos records. Et je me rappelle, je suis vraiment rentré dans ce flow stage. Je marchais, j'étais là, boum, 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 boum. Je l'avais en visu, parce qu'il était un peu devant moi, mais ça me stressait pas. J'étais pas en mode, oh mince, faut que je me dépêche, etc. J'étais vraiment
un pas après l'autre, se focus sur la propreté de tes pas, sur le rythme, garder ton souffle, ne pas hyperventiler, etc. Et en fait, ouais, c'était simple en quelque sorte. Et j'avais pas l'impression d'aller vite. Pour moi, j'étais juste dans mon effort, machin, etc. Genre, j'ai encore une marge de progression. Je sais que je peux encore accélérer. À la fin, j'ai vu que le drapeau se rapprochait. Il était toujours devant. Je dis, bon, bah là, je commençais à me mettre un peu en danger, à faire trembler plus la ligne. Ça n'a pas suffi, mais faire une remontada. Mais vraiment, ouais, ce flow state dans lequel tu rentres, en fait, ça, c'est quelque chose qui est incroyable. Et je pense que là, pour le coup, ça m'a vraiment aidé. Donc ça, c'est sur le moment, tu nous as parlé de juste avant. Est-ce que tu pratiques la visualisation? Est-ce que tu fais des, est-ce qu'il y a des éléments de pratique que tu mets en place loin de la ligne, mais pour te préparer mentalement pour la ligne? Loin de la ligne, loin en temporalité, c'est-à-dire avant les entraînements, etc. En dehors de tes entraînements ou des moments où tu es sur la ligne ou proche de te mettre sur une ligne? Hmm, plus trop. Je pense que j'ai atteint un niveau où j'ai plus peur de la ligne. Quand je débutais, ouais. Quand je débutais, j'étais là, bon, bah, aujourd'hui, je vais me lever, je vais faire quelques pas, je vais essayer de tenir le plus longtemps, de me battre, etc. Maintenant, c'est quelque chose, tout ça, c'est assez loin derrière moi. J'ai plus à me battre contre la ligne, juste à me battre contre moi-même, en quelque sorte. Et du coup, en fait, ouais, non, je vais plus me focuser sur l'effort dans le temps présent et pas forcément essayer de trop intellectualiser la performance en amont. Je me dis justement que je vais essayer de donner le meilleur de moi-même, de me calmer et d'être bien dans mon corps avant d'y aller. Est-ce que tu penses que pour des personnes qui ont un niveau moins élevé que le tien, peut-être des débutants intermédiaires, ça peut être intéressant d'utiliser la visualisation pour se préparer? Ouais, ouais, clairement, je pense que ça aide. Ça aide à pas être surpris, ça aide à pas s'épuiser, ça aide à accepter que tu vas tomber beaucoup avant de réussir à marcher. Pour toi aujourd'hui qui a atteint ce niveau, donc tu es le meilleur dans certains contextes, un des meilleurs de manière générale. Et, Est-ce, c'est pas objectif, disons que j'ai remporté un titre, mais ok, donc disons que tu as remporté un titre et tu aimes batailler avec les meilleurs dans la discipline. Comment tu vois ton développement dans les années qui viennent dans le sport? dans le côté athlète, Commençons par je ça. vais, Dans le côté athlète, je vais continuer à faire de la compétition. Là, j'ai une nouvelle compétition qui est tombée. Je vais repartir en Chine dans 2 semaines. Ce sera une très belle occasion de rencontrer la communauté chinoise, de m'entraîner pour les championnats du monde avec des petits matchs, on va dire, de gala en quelque sorte, qui n'ont pas forcément d'influence sur le ranking global, mais qui me remettent en condition de, mince, il y a un jeu, il y a un enjeu, faut donner la performance. Donc ça, c'est bien. Pour le moment, en vitesse, je suis encore bon, je suis encore performant, j'ai envie de donner et je sais que j'ai une marge de progression, donc je vais pas lâcher le morceau. Il y a des petits jeunes qui commencent à arriver, c'est bien, mais pour le moment, je me laisse pas faire. Qu'est-ce que tu vois comme potentiel de développement de ton côté sur la speedline? Je vais continuer à organiser l'année prochaine la Coupe du Monde. Je vais faire ça tous les 2 ans pour me donner aussi un temps de répit pour être athlète et pas uniquement organisateur. Mhm. Et ce que j'aimerais bien, en fait, c'est pousser mes challenges personnels. J'aimerais passer 1 kilomètre en 15 minutes. Ok. À l'heure actuelle, c'est quoi le record? Il a jamais trop été fait, mais on est plus autour des 20 minutes et quelques. Euh, Pourquoi 15 minutes, 1 kilomètre? Parce que ça fait 4 km heure et que ça représente un rythme de marche normal au sol. Et j'ai envie de me dire que, tu sais quoi, bah ouais, 1 kilomètre, 15 minutes, enfin, c'est in and out, le temps de faire chauffer la cafetière, c'est bon, quoi. Ça me fait penser au rameur indoor où tu as le 2000 mètres qui est un petit peu la distance reine, mais tu as toutes ces autres disciplines qui sont venues se greffer autour où tu as le 1000 mètres, tu as le 500, tu as le 100 mètres, tu as le 5 kills, tu as le 10 kills, tu as le marathon. Est-ce que tu penses voir dans les années qui viennent justement peut-être une formalisation des différentes distances au niveau que ce soit des records, des compétitions? Comment tu vois cette chose évoluer dans les années qui viennent? Je pense qu'on a justement cette formalisation qui commence à se créer parce que ça permet de comparer, tout simplement. Et finalement, tu vas pas comparer 50 mètres avec 200 mètres de comp parce que bah,
c'est comme un sprint et un demi-fond. Enfin, ouais, le mec, il est rapide, mais est-ce qu'il arrive à tenir le rythme sur la distance ou pas? Après, c'est ce que je disais, c'est que l'avantage, c'est que nous, on est super flexible. En fait, à partir du moment où tu as, un trou, tu peux mettre des lignes, tu peux faire une compète. Et comme on est une discipline aussi qui s'adapte, parce qu'en fait, les compétitions existent parce qu'il y a un public, parce qu'il y a un budget, c'est énormément de travail d'organiser, énormément d'argent, de temps, de bénévoles, etc. Tu t'organises pas des compètes juste pour le plaisir, il faut aussi que derrière, tu aies un peu une retombée ou une capacité financière à l'organiser. Cette capacité financière va être conditionnée par le spot où tu l'organises. En Chine, ils font ça dans des parcs nationaux. Ça met en valeur le lieu. En échange, ils organisent une compétition, il y a du budget pour faire venir des athlètes, et ainsi de suite. Mais je pense que ça, c'est ce qu'on va retrouver dans beaucoup de compètes. À partir du moment où tu as de sport, où tu as une compète, c'est qu'il y a un budget, c'est qu'il y a un engouement. C'est toujours pareil, quoi. Mais je pense qu'effectivement, nous, les athlètes, de toute façon, ce qu'on fait, c'est que si on a des distances qui sont un petit peu plus longues, en fait, on sélectionne une distance sur laquelle on va courir. Hmm. Donc, on ne court pas la totalité de la ligne, on court un segment au milieu. Et ces segments-là vont se normaliser, je pense, par section de 50 mètres environ. Donc tu as comme projet de continuer l'aspect plutôt vitesse cette année qui vient. Est-ce que tu as d'autres projets sur différentes lignes cette année? J'aimerais me lancer aussi dans tout ce qui va être alpinisme et highline. Commencer à chercher du plus haut et du plus beau. Mhm. Maintenant qu'on a fait de la longueur, enfin, en soi, il n'y a plus de distance plus longue, sauf s'il faut la faire, évidemment. Après. Et maintenant, je vais plus chercher, on va dire, un peu l'esthétisme, la difficulté d'accès. Monter en haute montagne, plus en long, croppé, enfin, faut un truc. Là, quand tu portes des sacs de 30 kilos pendant des heures pour aller stacker 50 mètres entre deux cimes, ça commence à m'attirer aussi. Ok. Est-ce que tu as des spots en tête qui t'attirent plus que d'autres? Jusque-là. J'ai quelques rêves ouais, qui me titillent dans les Alpes. Et puis en fait, l'avantage, c'est que n'importe quel sommet, on va dire, à partir du moment où il a un voisin ou quoi, n'importe quel combe en montagne, en fait, tout est à ouvrir. C'est un sport qui est en émergence. Hmm. En alpinisme, tous les sommets ont déjà été faits. En slack alpinisme, tout est à faire. Donc, c'est un terrain de jeu qui est vierge, il y a tout à faire. J'aimerais beaucoup faire quelque chose au Vignemale, le plus haut sommet des Pyrénées français. Tu pars du Vignemale, tu vas en face, tu as un glacier 500 mètres plus bas. Enfin, ce serait un spot absolument majeur. C'est le genre de ligne un peu mythique. Et par contre, il y a un truc qui me titille beaucoup, c'est 2,7 km, c'est un angle un peu ingrat. 300 mètres de plus, ça se fait quoi. Les 3 kills sont pas trop loin. Les 3 kills, ils sont largement atteignables physiquement. Il faut trouver le spot et puis les financements qui vont avec, etc. Il y a d'autres personnes dans le monde qui sont attirées par ces très grandes distances et notamment ces records du monde Ouais, qui seraient partants pour aller les chercher. je pense que le jour où je dis j'ai un projet de 3 km qui va en venir, je vais devoir dire non à beaucoup de personnes. Ah ouais, à ce point-là. Ouais, ouais. Et pour le slack alpinisme, comme tu l'as nommé juste avant, c'est quelque chose qui commence à prendre un petit peu aussi, j'imagine, avec les gars comme toi qui ont un petit peu plus de bouteilles, un peu plus d'expérience, et en plus ce background en escalade qui doit quand même être bien utile quand tu dois accéder à ces endroits un petit peu remote comme ça. Ouais, ça commence à prendre. Après, ça reste aussi un truc assez, on va dire, pas élitiste, mais sélectif, on va dire. Mhm. Il faut réapprendre une discipline complète. La montagne, je l'ai pratiquée pendant longtemps, on va dire, parce que j'allais dans les falaises, etc. Mais en fait, je réalise que c'est une pratique très, très, très différente de l'alpinisme. On allait à des falaises relativement faciles d'accès. On cherchait, on va dire, le plus court accès possible parce que bah, faut porter les sacs. Maintenant, tu vas chercher pas le plus long possible, mais en fait, ton itinéraire va faire partie intégrante de ton sport. Donc, tu t'allèges au maximum, tu calcules, on va dire, combien tu vas avoir besoin à aller d'un près, parce que ton grammage dans ton sac va peser lourd quand il faut le porter sur 5 heures plutôt qu'une heure, ainsi de suite. Ouais, ouais, ça en fait de la ligne à monter. Ça me rappelle, bah, comme je t'ai dit, je regarde pas mal de ski en ce moment et j'aime bien regarder les épisodes de Cody Townsend qui fait The 50, qui a comme objectif de skier 50 des plus belles descentes dans le monde. Et bah, souvent maintenant, il se retrouve à devoir faire de l'alpinisme au milieu de ces lignes pour atteindre un couloir, etc. C'est mêler ces différentes disciplines pour nous permettre d'y accéder, mais dans des spots qui ont été intouchés jusqu'à maintenant, quoi.
Ouais, c'est sûr. En fait, c'est ça qui est chouette, c'est que ça te fait changer aussi ta perspective. Euh, Tu changes d'approche, tu vas découvrir un autre sport, un autre milieu, et puis ça te fait évoluer. Ça me plaît. Et enfin, il y a la partie professionnelle de la highline. Ça, je suis vraiment ravi de m'être lancé là-dedans. En fait, pendant longtemps, j'ai hésité entre garder la slackline comme une passion et en faire un métier. Je pense que n'importe quelle personne qui fait de sa passion son métier s'est posé les mêmes questions que moi. Quand ça devient ton gagne-pain, c'est pas la même chose que quand c'est ta passion pour le plaisir, etc. J'ai pris le choix de tenter, de me lancer professionnellement dans la highline. En fait, comment ça va s'expliquer? Bah, alors, il y a la côté athlète, mais le côté athlète, en fait, les prize money, c'est de l'argent de poche. Enfin, c'est pas, on est un sport qui est tellement niche que les championnats du monde, j'ai gagné 600 euros. Enfin, c'est pas ça qui va me faire payer mon loyer, etc. C'est vraiment plus le côté performance, le côté spectacle. Et en fait, c'est ça qui est génial là-dedans, c'est que je vais faire découvrir ma passion à un public complètement néophyte. Donc, je vais essayer de... Et il y a le côté entrepreneur, en fait, où je vais moi-même réfléchir à des endroits. Par exemple, en Alsace, quand j'ai installé 800 mètres au-dessus d'un village, c'était un spectacle pour la ville. Pendant une semaine, tous les habitants ont pu voir un truc qu'ils n'ont jamais vu de leur vie. Ils se sont dit, mais attends, j'ai passé 60 ans de ma vie ici. Et puis là, il y a des mecs qui marchent sur un fil dans le ciel. Je me lève les matins, j'ouvre les volets, je vois un mec au milieu des cigognes. C'est pas normal. Et puis du coup, je fais aussi des spectacles pour des villes, dans des festivals. J'ai marché entre des éoliennes. C'était un coup de pub pour une inauguration de parc éolien. Mhm. J'ai marché avec des spectacles lumineux. Et là, du coup, il y a l'aspect créatif qui rentre en jeu, de se renouveler. En fait, bien sûr, je fais de la highline depuis 10 ans, mais c'est bien beau de faire de la highline, mais être capable de la mettre en valeur, de la partager et de la vendre, c'est pas du tout la même chose. Est-ce que tu as des projets en particulier qui t'attirent dans ce monde-là, des choses que tu aimerais bien faire si la bonne personne te passe un coup de fil? Marcher au-dessus d'un stade. Parce que les stades de foot, en fait, je fais pas de foot personnellement, mais en fait, c'est une communauté de passionnés. C'est une communauté de gens qui vivent pour leur sport, qui sont fans, etc. Et en fait, pouvoir marcher comme ça dans leur, on va dire, dans leur temple ou dans leur lieu, euh, pour moi, ce serait des lignes qui seraient super belles, qui permettent de partager avec toute une ambiance. Enfin, j'ai marché, j'ai fait l'ouverture du GP Moto l'année dernière. Ok, super. Donc, c'est quelque chose d'assez incroyable. Et puis, justement, c'est une communauté qui a strictement rien à voir. Mais on était vraiment bluffés, le client comme moi-même, par la réceptabilité du public. Le public n'a jamais fait de cela, qui font de la moto. Enfin, tu pourrais dire, ça n'a rien à voir, ils vont s'en foutre complètement, mais pas du tout. En fait, les mecs, ils étaient surchauds, ils étaient là, ouais, très bien, etc. On a marché 5 minutes avant le départ de la course, au-dessus de la ligne. Je peux dire que là, tu as l'impression, quand tu te lèves, c'est 60 mètres, hein, c'est pas très long, hein, j'ai l'habitude. Mais quand tu as 5000 personnes qui te regardent en direct, ça souffle. Et ça, du coup, au Tu niveau m'étonnes. régularité, etc., les entraînements, la compète, tout ça, ça m'a beaucoup aidé. Mais après, quand tu es sur la ligne, tu commences à. Ce que je te dis, c'est que bah, ça y est, maintenant, Benoît, tu es là pour faire ce qui te plaît. Tu as beaucoup de travail de préparation en amont, mais au final, je suis là, c'est pour marcher sur une ligne et c'est mon métier. Et ça, c'est incroyable. Et je suis au-dessus de la scène, au-dessus de la piste. Il y a les motos là qui sont prêtes et tout. Et puis j'avais un drapeau en main. J'ai commencé à l'agiter et à faire des hola. Et là, tout le public a répondu. Ça fait waouh! Oula, qu'est-ce qui s'est passé? Attends, je recommence. Et là, je lève la main et tout. Et t'as 50 000 personnes qui se mettent à crier. Et c'est là, waouh, c'est dingue. Ah, c'est vraiment génial. Donc, pour les auditeurs, si vous nous écoutez, si tu connais le directeur du Stade de France, tu es prié de lui envoyer cet enregistrement et de lui dire que Benoît voudrait bien aller marcher entre les gradins en dessus du terrain. Je pense que ça peut vraiment faire un truc sympa et j'imagine que tu es bien entouré avec les drones et d'autres personnels qui gèrent bien les caméras pour en sortir des images assez époustouflantes, quoi. Ah, les images sont dingues. L'avantage, c'est qu'on occupe un espace qui n'est utilisé par personne. C'est visible par tout le monde. Puis derrière, on peut même enfin, faire des ouvertures de festivals entre des bâtiments en ville. Enfin, on a vraiment une capacité à s'installer dans beaucoup plus d'endroits qu'on peut l'imaginer. Et puis bon, là, en 2024, il y a pas mal d'événements qui se préparent à Paris et en France. Avoir un petit bâton enflammé, ce serait sympa aussi, ça. Ouais, à bon entendeur. Si tu devais te projeter dans 10 ans, Mm. où est-ce que tu vois, un, le monde de la slackline et de la highline, et deux, toi-même, où est-ce que tu te vois dans 10 ans?
Et où est-ce que tu aimerais voir ces disciplines dans 10 ans? Dans 10 ans, je pense que on va avoir un développement un peu similaire à l'escalade. J'avais regardé un jour un film sur l'escalade qui s'appelait Uprising Valley. Je sais pas si ça te dit quelque chose. Non. Ça retrace un peu le développement de l'escalade à sa naissance, etc. Et puis je regardais cette chose, c'était donc il y a 30 ans. Et puis ce qu'il décrivait en fait dans ce film, j'étais là, waouh, mais c'est ce qu'on est en train de vivre actuellement. Enfin, le côté très intimiste de la slackline, tout le monde se connaît, c'est niche, c'est en développement constant. Le matériel avec lequel j'ai commencé n'a rien à voir avec le matériel que j'ai maintenant. Mhm. Le développement des communautés, etc. Et je pense que du coup, on va avoir de plus en plus de gens qui vont pratiquer. Il y aura de plus en plus de compétitions. Il va y avoir des standards, peut-être potentiellement des salles qui vont commencer à ouvrir pour démocratiser la pratique. Pendant quelques temps, je me demandais si c'était une bonne ou une mauvaise chose. Après, je me dis qu'en fait, ben, j'ai découvert l'escalade en salle. Il n'y a pas de raison que d'autres personnes ne découvrent pas la slackline en salle. Donc, je pense que non, la slackline a de beaux jours devant elle. Ça me fait plaisir. Et puis moi, je pense que je vais continuer à être sur une slackline dans 10 ans. Peut-être pas forcément au même rythme aussi intensif en tant qu'athlète, parce que je serai encore athlète dans 10 ans, ça c'est une autre question. En tout cas, est-ce que je serai encore performeur dans 10 ans sur des spectacles? Est-ce que j'en ferai encore mon métier? J'espère que oui. Ça me plairait bien en tout cas. Bon, bah, écoute, c'est vraiment génial, Benoît. Merci beaucoup pour ce podcast. J'ai énormément apprécié notre échange. J'ai beaucoup appris sur la slackline, la highline et la speedline. Et j'espère vraiment que tu puisses réaliser tout ce que tu espères dans les années qui viennent parce que je pense que voilà, c'est que le début, hein. C'est une jeune aventure encore malgré ton expérience de plus de 10 ans déjà. Et je pense que, enfin, en tout cas, j'ai hâte de te voir sur le Stade de France et dans tous ces grands événements dans les années qui viennent. Ça marche. Ben, Si, merci beaucoup, Shane, pour cette discussion. Ouais, c'était un plaisir. Si les gens veulent te suivre en ligne, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver? Alors sur Instagram, je poste pas mal de contenu. Et puis sinon, après, j'ai un site internet aussi. Donc Benoît Brume, si tu tapes ça sur la barre de recherche, normalement, tu devrais trouver les différentes choses. Génial. Bah écoute, je mettrai le lien vers ton site pour les gens qui veulent t'inviter à marcher au-dessus du Stade de France et vers ton Instagram pour les gens qui veulent suivre tes aventures. En tout cas, merci encore d'être venu sur le podcast. C'était un plaisir. Ça marche. Merci beaucoup. Bientôt. Ciao. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si tu veux soutenir le podcast, je te propose deux options. Un, tu peux nous laisser un témoignage 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Et la deuxième option, tu peux partager cet épisode sur tes réseaux sociaux ou simplement à un ami. Merci d'avance pour ton soutien et je te dis à bientôt pour le prochain épisode.